Le bassin est à vous. Bonjour à tous, bonjour Myriam. Bonjour Pascal. Bienvenue pour ce 8e et pour l'instant en tout cas dernier numéro de cette émission. Le bassin est à vous, une émission estivale qui nous a permis, vous le savez, puisque vous avez été de plus en plus nombreux à nous regarder, ça nous a permis de nous retrouver chaque semaine depuis une ville différente du bassin d'Arcachon. Et pour cette dernière, Myriam, il était assez logique de revenir au point de départ, c'est-à-dire là où je me sens si bien, au Cap Ferret. Absolument. Mais moi, j'ai quand même deux petites infos à donner quand même. Parce que, bah oui, on a fait le tour du bassin, mais comme vous l'avez vu, on n'a pas pu aller dans toutes les villes et on en est vraiment désolé. Bah, tout simplement parce que l'été n'était pas assez long, quoi. Il nous manquait quelques petites semaines. Il faut dire que ça, au gouvernement, il faut rallonger l'été. Voilà, mais bon, ne vous inquiétez pas, notre producteur adoré fourmille d'idées. De toute façon, s'il n'en a pas, on est là aussi pour lui en donner. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc voilà, on sera bientôt chez vous, ne vous inquiétez pas, on ne vous oublie pas pour autant. Ville du bassin et du Val de l'Aire, bien évidemment, puisque notre territoire est assez grand. Et puis une petite précision aussi, c'est que tout ça c'est sur la page Vivre le bassin et c'est pas parce que nos émissions s'arrêtent que Vivre le bassin s'arrête aussi. Non, pas du tout. Vous pouvez communiquer de façon différente avec nous. Donc n'hésitez pas à nous contacter, autant sur la page Facebook que Instagram, si vous voulez communiquer sur vos entreprises, vos événements, vos associations. Un petit mot en message privé. On est là, vous allez voir, nos équipes vont se faire un plaisir de toute façon de vous répondre. Voilà, ça c'était important. Voilà, on est donc au Cap Ferret aujourd'hui pour ce 8e numéro, en direct de la terrasse de l'hôtel Côté Sable, avec pour invité principal notre députée du bassin, députée de la 8e circonscription de la Gironde, Sophie Panonac. Merci d'être avec nous, Sophie. Avec grand plaisir, merci Pascal, merci Myriam de m'avoir invité pour cette dernière. Avec plaisir. Une émission qui va être riche aujourd'hui. On a beaucoup d'invités pour cette dernière. On va parler de la mer, on va parler des cosmétiques. On va parler gourmandise aussi un peu quand même. Et puis bien sûr, bonne musique avec Marc Brenner. Voilà, donc un programme très chargé puisque tu parlais de gourmandise et on sait que tu es gourmande, Myriam. Ça va. On va commencer en donnant un petit peu faim à tous ceux qui nous regardent et aussi sans doute à tous ceux qui sont autour de la table puisque on va parler d'une magnifique réussite du bassin d'Arcachon et de la presqu'île du Cap Ferret en particulier. Ce sont les dunes blanches avec Pascal Lucas qui est le créateur, le fondateur de ces dunes blanches. Les dunes blanches ont quand même un succès. C'est pas un succès, c'est des dunes blanches. Oui, mais c'est quand même un succès. C'est des dunes blanches, mais c'est un succès. Pascal Lucas, merci d'être avec nous. Bonjour Pascal, bonjour Myriam. Bonjour. Bon anniversaire Myriam. Ah, merci. C'est aujourd'hui, je crois. Oui, c'est aujourd'hui. Oui. Alors, il a défloré la surprise, mais c'est pas grave. Pascal, donc les dunes blanches, cette idée incroyable qui est née comme souvent les bonnes idées d'ailleurs, sur un coup du hasard. On est arrivé donc sur le bassin en 2005 et mon fils est venu travailler, mon aîné. Et les voilà, les dunes blanches. Et il est venu travailler donc à la boulangerie. Et puis une époque où c'était difficile avec lui. Alors il me demandait s'il pouvait sortir le soir. La soirée. Je dis oui, mais donnez une heure. Donc il rentrait avec les copains. Et en rentrant, on faisait des chouquettes vides à l'époque. Oui. Mais cette crème-là qui existait. Et il a commencé avec les copains à manger la chouquette vide avec la crème. Et on s'est rendu compte que c'était assez bon les deux ensemble. Tout à fait. Et un jour, mais ça a duré 3-4 mois, il me disait papa, on devrait essayer. Mais bon, comme on était débordé de travail. Puis un dimanche matin, il est arrivé avec une grille, je me rappelle, 54 choux. Et il m'a dit, on les met en vente. Je dis, attends, Brice, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de prix. Allez, on les donne et on verra bien. Donc effectivement, on les a donnés, mais par contre, je l'avais dit aux vendeuses, surtout, vous dites aux gens de venir nous dire si c'est bon. Je pense que les 3/4 sont revenus et on a lancé ce produit-là qui est devenu la dune blanche. Avec des magasins sur Paris, Arcachon, Bordeaux. Et oui, un énorme bientôt, succès. Saint-Jean-de-Luz. Et bientôt Saint-Jean-de-Luz. Ça, c'est le scoop pour vous. Bientôt les dunes blanches à Saint-Jean-de-Luz. Alors, très souvent, c'est vrai, comme le disait Pascal, ça démarre. Les bonnes choses démarrent souvent sur une erreur, sur une manipulation qui est pas tout à fait ça. En tous les cas, sur la presqu'île, ça marche très très bien. Très bien, oui. Vous avez quand même créé différents goûts. Alors, moi, j'ai quand même une petite réclamation. Non, parce qu'aujourd'hui, alors comme vous l'avez dit, c'est mon anniversaire, Pascal. Donc j'ai le droit de tout. Parce que vous avez créé plein de goûts différents.
Mais on ne les retrouve pas dans tous les magasins. Et notamment moi, à Arcachon, je ne les ai pas. On a créé la dune de Piqueil, donc avec le chocolat, enfin plusieurs parfums. Ça reste à Piqueil. Et puis dans les magasins, donc on a des petits magasins, donc c'était plus facile pour l'instant. Mais on fait des éphémères. C'est vrai. Donc de temps en temps, on a un petit peu de parfum. Voilà. Sophie, c'est pas que à la députée que je m'adresse, là c'est aussi à la femme à la gourmande. Ça doit être doublement un plaisir quand on est député d'une région et notamment donc, de l'Èche-Cap-Ferret de voir une réussite comme celle de Pascal et en plus pour faire des bonnes choses qu'on a plaisir à déguster. Bien évidemment, alors déjà nous avons sous les yeux, sous le nez, c'est très tentant. Je suis fan des dunes blanches, donc félicitations vraiment. Et puis j'ai surtout eu le plaisir de recevoir notre ami à l'Assemblée nationale pour faire déguster les dunes blanches lors de mes vœux maritimes. C'est vraiment toujours un honneur, un grand plaisir pour moi en fait d'être ambassadrice des produits du bassin d'Arcachon, donc les dunes et je reprends le mot, mais quel succès à l'Assemblée nationale, vraiment. Oui, hein. Oui. Je pense que les gens, pardon Thierry Lafont, mais ont presque commencé à déguster les dunes avant les huîtres. C'était terrible. C'est le risque, hein, voilà, c'est ça. C'est vrai que j'ai plaisir à faire découvrir les produits de notre bassin à mes collègues députés et à des Parisiens. Donc les huîtres du bassin, bien évidemment, les dunes. Il y a eu la bière Mira et d'autres à venir encore. Alors il faut dire que Pascal, il est normand à l'origine. Pourquoi cette installation sur la commune de l'Èche-Cap-Ferret à Piqueil? Normand, 10 ans sur la région lyonnaise. Je faisais un autre métier, j'avais pris un petit peu dans l'immobilier, mais bon, au bout de 10 ans, j'ai arrêté l'immobilier, je voulais reprendre mon métier. Travailler avec mes mains, et ça me manquait. Et en fait, quand je vois qu'il y a 15 ou 20 mètres de queue devant la boulangerie, c'est pas pour l'argent, c'est surtout parce que les gens viennent chez moi. Oui. Donc je cherchais à la montagne, cette boulangerie. J'ai fait les Alpes en fond et en large. Puis un jour, j'ai trouvé au Cap-Ferret. Donc Olivier, donc mon beau-frère qui développe les magasins sur la côte ouest, mais Paris aussi, et donc habité à Claouet. Je suis venu voir une affaire, ça ne me plaisait pas, mais je savais qu'il y avait 2 boulangeries. Et quand on m'a dit il y a une deuxième boulangerie à vendre, j'étais passé devant à Piqueil, j'ai dit c'est celle-ci, et voilà, je suis tombé amoureux de l'endroit. Alors là, vous êtes en train de dire, vous êtes implanté un petit peu partout, ça veut dire que vous allez franchiser ce concept? Franchisé, non, pour l'instant, donc on reste en nom propre. D'accord. Et on n'a pas. Je préfère y aller tout doucement, mais surtout donner une identité à la région bordelaise, oui. Puisque c'est un produit qui vient de cette région. Bien sûr. Bien s'ancrer ici. Et puis, bon, on est dans le Marais, donc c'est déjà à Paris. Voilà. Il faut gérer ce développement, mais il faut y aller effectivement, surtout dans le contexte actuel. C'est une entreprise familiale, puisque j'ai mes 2 ans, enfin sur 3, il y en a 2 qui travaillent. Olivier, mon beau-frère, donc travaille aussi. Donc voilà, il faut rester familial pour l'instant. Pascal, comme souvent, les bonnes idées sont copiées, un peu plagiées. Il y a eu à un moment des tentatives d'autres concurrents de copier les dunes blanches, de vous spolier un petit peu ce concept. C'est réglé ça? Non, on est encore en cours là. Oui. Mais comme mon avocate me dit, si le produit n'était pas aussi connu, on n'aurait pas besoin des avocats. Oui, forcément. Voilà. Mais bon. Voilà. Ouais. Donc aussi, oui, je disais aussi, on a un site internet pour livrer sur Paris et la région. Oui. Et Bordeaux aussi, voilà. D'accord. Voilà. Oui, il a fallu s'adapter à ce confinement, à cette demande, et puis au confinement et au fait que les gens ne pouvaient plus trop bouger. Ouais. Donc une nouvelle façon de pouvoir déguster. Tout à fait. Moi, je vais me mettre à davantage repérer les éphémères à Arcachon quand même. Oui. Mais oui, il faut que tu sois tous les matins devant la boutique d'Arcachon pour voir. Voilà, puis... Ou alors il faut demander à Olivier qui les en emmène de Grand Piqueil. Voilà, c'est ça, bonne idée. Alors moi, c'est vrai qu'il y a les dunes blanches, mais il faut quand même préciser que chez Pascal, c'est avant tout une boulangerie et une pâtisserie. Et c'est vrai que moi qui suis un Ferré-Capien de très très longue date, il y a une chose dont je voulais vous remercier, c'est que vous avez amené du bon pain sur une presqu'île où ça n'existait malheureusement pas. Aujourd'hui, ça existe.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des concurrents qui font du sûr. très bon pain, mais à l'époque où Pascal s'est installé, on avait enfin du bon pain sur la presqu'île, et ça, c'était vraiment quelque chose d'important. C'est vrai qu'il y a 15 ans, j'étais attendu. J'avais rencontré Michel Marcelli qui m'a dit « Pascal, si vous faites du bon pain, il n'y aura aucun problème. » Et oui. Et quand j'ai ouvert la porte le samedi matin, on a commencé un 13, donc ça porte bonheur le 13. Et voilà. Et il y avait au moins 25 personnes qui attendaient. J'ai dit là, ça va être difficile. Et effectivement, les débuts ont été très durs. Mais bon, après, avec une belle équipe, on y arrive. Et aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que vous avez créé une émulation. Il y a d'autres très bons boulangers sur la presqu'île. Il y a de la place pour tout le monde pour travailler. Mais la concurrence, ça fait... C'est fructueux, très bien. Bien sûr. Très bien. C'est fructueux. Alors, l'autre jour, on était à Biganos, on a reçu quelqu'un qui cultive des herbes et qui va chercher des herbes dans le monde entier. Et il y a des herbes qui ont des goûts extraordinaires, notamment une herbe qui avait le goût d'huître, qu'on a dégusté avec Myriam. La dune blanche au goût d'huître, c'est pas à l'ordre du jour. Pour l'instant, non. Bon, heureusement, parce que je ne suis pas sûr que ce soit un gros succès, celle-là. Mais c'était pour faire ma transition, pour passer des dunes aux huîtres, puisqu'on a le plaisir de recevoir Thierry Lafont avec nous, qui est le président du comité conchylicole de la région. Et on va parler donc évidemment ostréiculture. Pascal, vous restez avec nous évidemment, parce que c'est pas parce qu'on parle plus de dune blanche que vous n'aurez plus la parole. Mais avant ça, on va faire une petite pause musicale avec Marc Brenner, qui nous accompagne tout au long de l'émission, qui est le plus anglais des habitants du bassin d'Arcachon et le plus bassin d'Arcachon des Anglais. Je ne sais pas dans quel sens il faut le dire. Mais en tout cas, il va nous interpréter un titre qui ne va pas faire plaisir à Sophie Panonacle. C'est No Place to Be a Woman. Some are sacrificed and others criticized. Every little girl, each lost innocence. Every patriarch sitting on the fence is responsible for each honor queue. Say we'll change our ways, but we never will. And all those men who turn their gaze perpetuate, participate. This is no time. This is no place. This is no place. No place to be. No place to be
Merci beaucoup à Marc Brenner et à Thomas Drouard au clavier. Merci, on les retrouve tout à l'heure. Et oui, tout au long de l'émission, ils nous accompagnent tous les deux, puis on découvrira un peu plus Marc Brenner dans la deuxième partie de l'émission. Mais pour l'instant, on va se tourner vers Thierry Lafont, qui nous fait le bonheur d'être avec nous aujourd'hui. Thierry, qui est le président, je vous le disais tout à l'heure, du comité conchylicole régional, le CCR, CRC, comité régional conchylicole. C'est compliqué ces sigles. En tout cas, c'est le patron des ostréiculteurs de la région, qui incarne évidemment l'une des grandes richesses du bassin d'Arcachon. Merci d'être avec nous. Thierry, ça grogne un peu depuis quelques jours. On va en parler un peu plus tard, mais pour l'instant, on va essayer de garder le sourire. Ça grogne un peu entre les ostréiculteurs et le gouvernement. Mais racontez-nous, aujourd'hui, l'ostréiculture sur le bassin d'Arcachon, ça représente combien de personnes encore en activité? Ça fait vivre combien de personnes? Alors, merci Pascal, merci Myriam de m'inviter pour parler de ce métier qui est au-delà d'un métier, une passion, une vie d'exception, parce qu'un cadre comme le bassin, souvent je dis mon bureau, il est exceptionnel. Oui. On vous le dit souvent. Et on est donc 300 entreprises, à peu près 300 entreprises à partager ce cadre exceptionnel. Ça fait 1 millier de personnes à l'année. Qui en vivent. Qui en vivent. Un métier qui est réputé dur parce que en dualité constante avec la nature, qui n'est pas toujours tendre. Mais c'est en même temps quelque chose de magnifique. Alors justement, hein, comme vous le dites Thierry, c'est difficile, c'est pas toujours rose et puis c'est un métier qui est quand même très dur parce qu'en plein hiver, hein, il faut être dans l'eau bien froide. Il y a aussi malheureusement tous les ans ces problématiques avec les algues qui nous font un petit peu défaut, le confinement. Enfin, c'est compliqué aujourd'hui d'être ostréiculteur, ça se passe comment cette année-là? Compliqué, c'est effectivement un doux euphémisme. En plus, cette année particulière, oui. On peut dire que l'on les a collectionnés. On a commencé l'année avec un problème qui nous a touchés sans être concerné directement. Il y a eu en France beaucoup de fermetures pour des problèmes norovirus. Ça a généré un petit désamour du consommateur sur notre produit. Déjà, on n'était pas trop contents, l'année commençait mal, les chiffres d'affaires étaient un peu en baisse. Oui. Mais ça, c'était rien par rapport à ce qui nous attendait. Et arrivé ce qui arrive à tout le monde, ce fameux confinement, où ça a un petit peu cassé la machine. Et j'ai un gros regret sur cette période de confinement, où à la sortie, tout le monde a communiqué sur le fait que les Français ont trop mangé, pas assez bougé, ils ont pris du poids. On avait, nous, le produit gastronomique idéal. De confinement. Le truc qu'on peut en manger tant qu'on veut, sans grossir. Et on n'a pas été fichu de faire un carton pendant ce temps-là. C'est dommage, c'est un acte manqué. Alors, quand vous mangez 12 huîtres, vous pouvez manger des dunes blanches à la fin, c'est bon. C'est tout. Il y a quand même eu quelques ostréiculteurs qui se sont organisés pour faire de la vente et de la livraison à domicile aussi, mais difficile quand même à mettre en œuvre. Alors, ce qu'il faut reconnaître, c'est que globalement, ça, on peut dire, casser la machine. Mais heureusement, on a quand même une somme d'exceptions qui ont réussi à, disons, sinon bien s'en tirer, au moins limiter la casse sérieusement. Oui. Il y a quelque chose qui est apparu, qui a été mis en avant pendant cette période, c'est les circuits courts. Oui. Les circuits courts, nous, ça fait longtemps qu'on les a inventés avec les ventes directes. Et oui, forcément. Et oui. Donc, le problème a plus été de la mobilité du consommateur vers le producteur qui allait faire de la vente directe que l'inverse. Donc, c'est vrai que certains ont eu l'initiative de se rapprocher du consommateur, de faire la livraison à domicile. Donc voilà, c'est quand même des exemples qui méritent maintenant qu'on y réfléchisse sérieusement. Oui, c'est ce que j'allais dire depuis des années. Vous êtes en permanence une profession qui quand même s'adapte, même si c'est des techniques qui paraissent ancestrales et qui paraissent ne pas avoir bougé. C'est une profession qui s'adapte beaucoup, qui évolue. Et pour évoluer, il faut aussi que la relève soit là. Est-ce que les jeunes aujourd'hui s'installent? Est-ce que vous assistez à un relais? Est-ce que le relais se fait? Alors le relais, il se fait. C'est vrai qu'il a, ces 2 dernières années, il y a un petit coup de mou, mais finalement pas si mal que ça. C'est un métier que l'on fait, je dirais, par passion, parce que, comme je le disais, c'est un cadre exceptionnel, c'est un rapport à la nature. Donc, on a quand même ce renouvellement. C'est quelque chose sur lequel on met beaucoup d'efforts, effectivement. Hein. C'est quelque chose qui est nécessaire pour assurer la pérennité. Donc, il y a encore de la vocation, il y a de la demande. Il y a de la demande, même si elle est faible, et la notion d'adaptation, c'est effectivement quelque chose de fondamental. Parce que, vous voyez, là, à côté de moi, j'ai quelqu'un
qui est la démonstration aussi de l'adaptation et qui nous montre que rien n'est figé, rien n'est définitif et tout ce qui un jour semble séculaire est né. Né de rien est apparu. Là, bravo et félicitations d'avoir créé ce qui, je pense, va devenir une vraie tradition. Il suffit d'y croire. Oui, c'est ça. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. C'est croire en avoir la foi, avoir la volonté. Et c'est la démonstration que la tradition, elle naît de quelque chose, mais si on ne veut pas qu'elle fasse comme les dinosaures, qu'elle disparaisse, il faut qu'elle s'adapte, qu'elle se réinvente constamment. Vous savez, l'ostréiculture, tradition séculaire du bassin d'Arcachon, mais elle a énormément changé, évolué. Déjà, on a changé de produit. L'ostréiculture, elle est née avec la gravette, l'ostréidulis, l'huître plate. Et puis, on est passé à l'huître creuse, celle qu'on appelait la portugaise, l'angulata. Et elle a périclité, on a pris celle qu'on appelle la chiasse. Eh bien, vous voyez, rien que déjà sur le produit lui-même, l'activité traditionnelle a dû s'adapter. Tant qu'à ce qui est des méthodes de travail, de production, n'en parlons pas. C'est une révolution constante. Et même sur la façon de vendre, le rapport au consommateur, parce que la finalité quand même de tout ce travail, c'est pas juste le plaisir de pouvoir se balader sur le bassin tous les jours, même si c'est pas désagréable quand il fait beau. C'est quand même à l'arrivée mettre dans l'assiette. Oui, de faire découvrir ses produits. Du bonheur, du plaisir. Absolument. Et on a un petit problème, nous, avec notre plaisir. Ce petit bonheur, il est caché dans une coquille. Eh bien, ce qui s'est développé, on le connaît bien sur le bassin, c'est les dégustations. Pourquoi ? Parce que, comme pour beaucoup, c'est un petit peu difficile d'aller chercher ce bonheur derrière cette coquille récalcitrante, eh bien, on leur ouvre, nous on sait faire ça. Voilà, pour dire que il faut s'adapter en comprenant pourquoi on fait les choses. Sophie, pour vous, c'est important qu'il y ait justement cette relève. Est-ce que pour vous, malgré cette difficulté, ce métier qui est quand même risqué, qui est dur, c'est quand même important de pousser les jeunes qui en ont envie là, à se lancer dans ce métier? Bien sûr. Alors, si on doit regretter quelque chose cet après-midi, c'est qu'à côté des dunes blanches, on n'est pas un plateau de vitres. C'est peut-être plus tard, je ne sais pas. Alors, bien sûr, vous faites bien d'en parler. Les métiers de la mer, de manière générale, sont à mieux faire connaître, à développer. Et je crois qu'effectivement, faire découvrir ces métiers qui sont finalement des métiers d'avenir, même ostréiculteur, on peut parler d'un métier d'avenir. Il n'y a pas que les métiers un peu de pointe, comme aujourd'hui les énergies marines renouvelables, par exemple. Je pense que les métiers de la mer sont à promouvoir et c'est ce que l'on va essayer de faire au mieux, justement, dans ce plan de relance. Investir de l'argent pour former nos jeunes. Je crois vraiment à l'apprentissage, redorer l'apprentissage. Vraiment, c'est un moyen de former nos jeunes aujourd'hui et de transmission. Et les ostréiculteurs du bassin d'Arcachon peuvent être d'excellents maîtres d'apprentissage, me semble-t-il. On n'est pas là pour faire un débat politique aujourd'hui, Thierry, vous le savez. Néanmoins, on ne peut pas ne pas évoquer l'actualité qui est cet arrêté et la gronde qui en a suivi, arrêté sur les dégustations d'huîtres. Vous estimez ne pas avoir été entendu par le gouvernement dans la rédaction de cet arrêté. Encore une fois, ne rentrons pas dans une polémique, mais qu'est-ce que vous voudriez voir encore une fois écouté par les autorités, par le gouvernement? Quelle est aujourd'hui votre demande précise sur les dégustations, sachant qu'il y a d'un autre côté le lobby des restaurateurs qui vous reproche aussi de venir empiéter sur leur plate-bande sans avoir les mêmes contraintes de normes, etc. Donc il faut aussi que chacun puisse vivre correctement. Alors, ce nouvel arrêté, faut se rappeler une chose, c'est que les choses se construisent au fil du temps et on est censé grandir de ses erreurs. L'activité de dégustation, elle s'est développée. Il y a eu un premier arrêté qui cadrait son activité et il s'est révélé au fil du temps imparfait. Il manquait des éléments de précision. Ce qui est normal, toute chose est perfectible. Exactement, c'est tout à fait dans l'ordre des choses. Mais fort de ce retour d'expérience, on a réalisé qu'il y avait certains cas litigieux. On se retrouvait dans des situations contentieuses qui montaient à l'échelon judiciaire. Donc, ce n'est pas satisfaisant. Le droit est là pour protéger, avant de contraindre, et protéger, c'est donner des règles claires, compréhensibles,
de la même façon par tous. Donc le travail que l'on a entrepris avec les services de l'État pour, on va dire, redresser, améliorer cet arrêté, consistait à apporter des précisions sur les sujets les plus litigieux. Alors soyons concrets justement, c'est ça, c'est quoi? Parce que grosso modo, ça délimite notamment la part de chiffre d'affaires qu'un ostréiculteur peut faire sur la partie dégustation par rapport à la partie production et vente d'huîtres. Voilà, alors pour bien comprendre, on est, même si c'est difficile à comprendre, parce qu'on est une exception, on est très particulier. Oui. On a un travail de cultivateur, mais c'est de l'élevage, c'est parce que c'est des animaux. On est des agriculteurs, mais on est marins. Et là, notre activité, elle se passe sur un endroit qui s'appelle le domaine public maritime, où normalement on n'a pas le droit de faire de commerce. Et quand, pour que ce soit plus sympa, vous faire manger vos huîtres, ben vous servez avec un verre de vin et allez, une poignée de crevettes et quelques bulots. Ben c'est du commerce parce que ça vous ne le produisez pas, vous l'achetez pour le revendre. Donc il fallait un arrêté qui nous autorise à faire ça. Donc sur cette partie, on va dire basique, ça s'est à peu près bien passé, mais ça engendre tout un tas de choses très techniques et très complexes qui ont des conséquences sociales et fiscales. Et c'est sur ces parties, on va dire, très techniques et difficiles à comprendre pour le commun des mortels, et y compris pour les services chargés de le faire appliquer, qu'il fallait apporter des précisions. Donc pour l'instant, c'est pas encore d'équerre, quoi. C'est pas, ça vous convient pas. Du tout. Pour moi, ce qui est sorti, c'est un document de travail totalement inabouti, qui et dans ce qu'on appelle de l'injonction contradictoire, où certains articles disent le contraire de ce que dit un autre. Bon. Donc c'est pas possible. Donc work in progress, mais est-ce qu'on peut espérer qu'à terme, et je vais aussi poser la question à Sophie, qui est la députée, qui est à la fois la représentante des ostréiculteurs à Paris, et puis qui défend en tant que membre de la majorité évidemment les décisions du gouvernement sur le terrain, mais est-ce qu'il y a un espoir d'aboutir à quelque chose qui permette de cadrer grosso modo ce travail des ostréiculteurs dans la partie dégustation sans que les restaurateurs montent au créneau non plus et sans dévoyer non plus le vrai travail des agriculteurs qui doit rester de produire de l'huître. Je vais me permettre une image sur cet arrêté. C'est super, c'est magnifique. Avec exactement la même chose, les mêmes ingrédients, mon cher. Si vous loupez la cuisson, ça sera comment? Ça sera beaucoup moins bon. Bon, ben voilà. Permettez-moi cette image. On a presque tous les ingrédients dans l'arrêté, mais là on s'est loupé la cuisson. Bon, alors Sophie, est-ce qu'il y a un espoir là aussi prochainement d'arriver à quelque chose qui satisfasse tout le monde? Oui. Ou est-ce que c'est trop compliqué? Non, rien n'est compliqué. Permettez-moi juste une petite précision. On ne parle pas du gouvernement, on parle des services de l'État. Et cet arrêté, exactement, il est rendu par les services de l'État, ce qui n'a rien à voir effectivement avec le gouvernement, hein, en tout cas directement. Donc voilà, l'éclaircissement est de taille. Depuis 3 ans, j'essaie d'apporter un maximum de soutien à la filière ostréicole et avec Thierry Lafont, on se connaît bien maintenant, je crois. Cette crise a été effectivement d'une grande brutalité pour la filière ostréicole comme pour d'autres filières, mais sur notre territoire, principalement pour celle-ci. Nous avons travaillé ensemble pour que les ostréiculteurs obtiennent davantage d'aide, ce qui correspond à une exonération de charges sociales supplémentaires, à une exonération de redevances de domaine public supplémentaires. Je vous parle de ça pour revenir au service de l'État. Effectivement, aujourd'hui, et nous en avons parlé pas plus tard qu'hier ensemble, nous l'avons voté et nous, membres de la majorité avec le gouvernement, nous avons vraiment œuvré pour obtenir davantage d'aide à la filière ostréicole. Effectivement, les circulaires ne sont pas encore descendus des ministères. C'est pour vous dire cette lourdeur administrative dans notre pays qui fait qu'on travaille beaucoup tous ensemble pour gagner de beaux combats et pour aider un grand nombre de filières. Je crois qu'il va falloir encore plus travailler au niveau, pour faciliter ces relations avec l'administration de l'État, les services de l'État. Donc sur ce soutien fiscal et on continue et c'est sur la bonne voie, Monsieur le Président, je peux vous l'assurer puisque j'ai eu cette nouvelle depuis hier. Quant aux dégustations, nous en avions effectivement également parlé. Je rencontre la sous-préfète mardi, donc j'en rediscuterai avec elle et voir comment encore on peut œuvrer ensemble avec la filière ostréicole. Juste une petite précision, dans le cadre du plan de relance, j'ai eu la fierté de lire, et vraiment noir sur blanc, ça arrivait de chez Bruno Le Maire, que le bateau innovant pour nettoyer nos friches ostréicoles sur le bassin d'Arcachon était financé
financé dans le cadre de ce plan de relance. Nous sommes vraiment cités, bassin d'Arcachon, sur ce document officiel. Donc voilà, on arrive aussi à avoir de belles réussites. C'est un exemple pour tous les projets de territoire qui vont être amenés au niveau national. Donc voilà, il faut aussi être optimiste et parler de ce que l'on arrive à obtenir. Il me semble que c'est important. Allez, des choses sont en cours. Il va y avoir plein de belles choses positives en tous les cas, comme le disait Pascal, work in progress, comme on dit en anglais. Concrètement, Thierry, il y a un jeune de 18 ans veut se lancer dans l'ostréiculture. Concrètement, il doit faire quoi? Comment ça se passe pour lui? Alors, si j'ai quelque chose à lui recommander, c'est d'acquérir de l'expérience. Parce que c'est fondamental. On a un métier qui est assez extraordinaire parce qu'on travaille avec la nature et elle est tout le temps surprenante. Donc, clairement, moi à mon âge et d'autres même plus vieux, on ne sait pas tout. Et on ne saura jamais tout parce que voilà, il faut s'adapter constamment et essayer de comprendre. Mais avoir, disons, déjà une expérience, pouvoir partager le regard de plusieurs qui ont déjà de l'expérience, c'est quelque chose de, je pense, qui donne les fondations pour pouvoir se construire. Donc, si j'ai un conseil à donner à un jeune, c'est de commencer, disons, à goûter au métier en essayant d'avoir de l'expérience dans un maximum d'entreprises. Ça lui donnera une vision un petit peu plus large, panoramique, un peu plus en perspective, pour qu'il puisse trouver sa place. Parce que ce qu'il y a de formidable, c'est que dans un milieu comme ça, on peut trouver sa place, mais il faut s'adapter. Il faut trouver quelque chose qui est à sa mesure. Et justement, le CRC est là pour peut-être l'aider à trouver des entreprises, parce qu'on n'en a pas parlé, mais le CRC est là aussi pour aider tous les professionnels et apporter ce petit plus et cette aide par rapport à des difficultés qu'ils peuvent avoir chacun dans leur coin, parce que c'est très personnel d'être ostréiculteur, mais c'est quand même aussi une œuvre commune et le CRC sert à ça. Le CRC est là justement pour ça. On a entrepris justement un gros travail sur la transmission d'entreprise. Parce que comme vous dites, c'est très personnel. On est des entrepreneurs. Mais il y a quelque chose de très particulier chez nous, c'est qu'on est chacun indépendant, mais si je me permets l'image, on bosse tous dans la même usine. Absolument. C'est-à-dire que ce qui nous fait vivre, c'est un bassin avec une masse d'eau qui va et vient, qui passe d'un parc sur l'autre. Donc, très clairement, il y a un côté collectif auquel on ne peut pas échapper parce que la ressource est commune. Donc, si malheureusement il y a du mauvais travail fait par les uns, ça se ressent sur les autres. Du fait de ce partage de cette valeur commune qui est cette masse d'eau dans laquelle on fait venir des huîtres. Et on accompagne actuellement, on a un gros travail pour justement... Alors, on regarde quand on passe à la transmission les jeunes qu'il faut faire rentrer. Mais là, j'ai pris un peu le problème à fond renversé. Pour qu'un jeune puisse rentrer et s'installer, il faut qu'il ait quelque chose qui soit valable pour s'installer. Et ce que l'expérience nous a appris, c'est que malheureusement, il y a trop d'entreprises où, avec le poids des années, l'ambition se casse, on est un petit peu usé, fatigué, on relâche, ce qui fait que le dynamisme de l'entreprise et son état, disons-le très honnêtement, n'est des fois pas très volant. Donc, le souci, c'est que le cédant est dans une dynamique de vouloir vendre, or qu'il faut bien comprendre que c'est une entreprise, donc une entité qui est vivante, avec un stock d'animaux vivants, avec du matériel qui a besoin de fonctionner, avec des clients derrière qui sont là pour acheter. C'est cet ensemble-là que l'on a besoin de transmettre. Et voilà, je dirais qu'il y a, je suis attaqué à un gros travail là-dessus pour passer, je dirais, c'est pas une révolution culturelle, mais vraiment faire prendre conscience à tout un chacun quand on a le bénéfice et le privilège de travailler sur le bassin. On a quelque chose pas à vendre, parce que c'est pas quelque chose qu'on a dans le grenier qu'on va se débarrasser. On a quelque chose à transmettre, parce que c'est quelque chose que l'on nous a transmis. On n'est que des passeurs de relais. Ouais. Super. Sophie, est-ce qu'on peut aider encore plus qu'on le fait aujourd'hui les jeunes justement à prendre ce relais? Est-ce que vous avez en tête des actions, des idées pour ça?
On peut aider, on peut toujours aider encore plus. Je parlais d'apprentissage tout à l'heure. Il y a aujourd'hui, souvent, quand on parle de Pôle emploi, on en donne une image négative. Bien, moi, je crois qu'il y a de belles expérimentations là aussi au sein de cet organisme. Et il existe la semaine de l'emploi maritime. C'est né en Bretagne. Depuis 2 ou 3 ans, elle a lieu sur le bassin d'Arcachon également, cette semaine de l'emploi maritime. Moi, je suis en relation avec l'agence de l'Attest et d'Andernos. Nous allons amplifier cet événement pour effectivement essayer d'aller chercher nos talents, nos jeunes sur le bassin. Je crois que l'ostréiculture, c'est vraiment la tradition, comme vous le disiez Thierry, la tradition qu'il faudrait essayer de pouvoir transmettre mieux possible. Et simplement par des outils comme Pôle emploi, on peut y arriver. Les forums d'emploi, les présentations de dans les collèges, exactement. Moi, mon fils qui est au collège à Paris, peut-être que s'il y avait des gens qui venaient lui présenter ce que c'est que l'ostréiculture, en l'occurrence, heureusement pour lui, il le sait, mais à ses copains qui ne vont pas forcément sur le bassin, peut-être que ça générerait des vocations. Pour la boulangerie aussi. Oui, pour la boulangerie aussi. On manque énormément. On manque de jeunes et c'est malheureusement le cas dans beaucoup de professions, notamment artisanales, le manque de jeunes, de vocations pour prendre le relais. J'ai eu une bonne idée pendant l'émission, on va peut-être s'associer là-dessus, c'est de mettre un petit food truck avec des dunes blanches à la sortie de chaque déguste. Parce que moi, quand je sors des dégustes, et j'y vais beaucoup, j'ai quand même toujours le petit manque du petit dessert et du petit café. Je ne vais pas me faire des potes avec tous les restaurateurs du bassin. On n'a pas le droit à la pâtisserie. Donc c'est pas... c'est une bonne idée, non? Tout à fait. J'adhère. Expliquez ça au service de l'État. Oui, non, mais déjà... On a dit un food truck, Thierry, à la sortie de la dégustation, parce que sinon, on ne va pas se faire des amis. Oui, mais pas sur le domaine maritime. Voilà, il faut sur l'autre côté de la route. Hein. Bon, merci Thierry Lafont, en tout cas, d'essayer d'avoir mieux fait comprendre ce que c'est que ce métier de l'ostréiculteur. J'aurais aimé que vous me racontiez la journée type d'un ostréiculteur, mais malheureusement, le temps nous manque, même si on a essayé de vous en donner un petit peu. Mais en tout cas, on suivra évidemment les dossiers. Puis vous tous qui nous regardez, qui aimez, j'espère, les huîtres, continuez d'en consommer au maximum et ne croyez pas toujours les histoires de petites souris. Voilà, on n'en meurt pas. Pascal. Et en fait, Sophie disait tout à l'heure, on n'a pas le plat d'huîtres, mais on a les perles. Exactement. Allez, nous allons marquer une petite pause de publicité quand même. Oui, puis après on se retrouvera avec Sophie Panonac, évidemment, avec François Mignol aussi, qui a créé Laboratoire du Cap Ferret, une marque de cosmétiques bio qui se sert à la fois des produits de la terre et des produits de la mer. Dans la composition des produits, on découvrira ça. Puis tout à l'heure, Eric Lucine, le pêcheur emblématique du Cap Ferret. Une émission très riche. À tout de suite. Je suis Valentine, je suis chargée du département de location au sein de l'agence Atelier Loft et Associés sur le Moulot et on couvre l'intégralité du bassin, du Ferret au Pilat. Et moi je suis Cédric et je m'occupe avec Valentine de l'agence Atelier Loft Associés qui est divisée en une partie dédiée à la vente, une autre partie dédiée à la location et au tournage. On a développé 4 pôles, on a développé Bordeaux, Biarritz, le bassin d'Arcachon et tout ce qui est La Rochelle, Royan, l'île de Ré. Par la structure sœur d'Atelier Loft qui s'appelle Ilux Repérage, on exploite les biens qu'on a en location pour des shootings, des tournages. La maison dans laquelle on est aujourd'hui, c'est une maison qu'on loue l'été. Travailler sur le bassin dans des lieux aussi magiques que celui-là, c'est assez sympa, ouais. Ça peut aller de la maison première ligne comme dans laquelle on est aujourd'hui, dingue, maison d'archi, etc., à la cabane, la petite cabane de 50 mètres carrés, un peu perdue, mais avec un look un peu sympa. On n'est pas spécialiste du luxe, on ne se définit pas comme tel. On est plutôt spécialiste des lieux un peu singuliers, un peu hors normes. C'est un peu ça qui nous anime aussi bien à travers la vente qu'à travers la location ou à travers les lieux qu'on va dénicher pour les tournages, etc. On va la refaire. Merci et bienvenue toujours sur notre émission Le Bassin est à vous. Vous êtes fidèles à cette émission et merci beaucoup. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Nous sommes aujourd'hui au Cap Ferret sur la terrasse de ce magnifique hôtel Spa by Clarins 4 étoiles.
côté sable. On en reparle tout à l'heure, vous allez voir. On vous en dira un petit peu plus. Mais là, maintenant, on est toujours en compagnie de notre députée Sophie Panonacle. Et puis on accueille de nouveaux invités. On remercie au passage ceux qui nous ont quittés à l'instant, c'est-à-dire Pascal Lucas, le fondateur des Dunes Blanches et puis de la pâtisserie-boulangerie chez Pascal. Et puis Thierry Lafont, le président des ostréiculteurs de la région. Et puis donc Eric Lucine nous a rejoint. On fera mieux des connaissances avec vous, Eric, tout à l'heure, pêcheur emblématique du Cap Ferret, s'il en est. Et François Mignol, donc je le disais il y a quelques minutes, qui a créé les laboratoires du Cap Ferret, une marque de cosmétiques innovante. On en parle aussi dans quelques instants avec lui, mais avant ça, on va se tourner vers Sophie Panonacle. Sophie, députée donc de la 8e circonscription de Gironde depuis 2017. On est au Cap Ferret aujourd'hui. C'est une presqu'île que vous connaissiez bien avant de devenir la députée du coin et que vous aimiez déjà beaucoup. Mais bien sûr, quelle question. Non, je parle du Cap Ferret même, je ne parle pas de ce bassin d'Arcachon. Mais bien sûr, quelle question. Parce que vous êtes de l'autre côté, on le sait, quoi. Bien évidemment, là, je vis à Arcachon, je vis à Arcachon. Vous avez beaucoup de chance de vivre au Cap Ferret, j'avoue. Hein. Oui, mais on est bien aussi à Arcachon. Mais on est bien aussi à Arcachon. Non, je connaissais le Cap Ferret avant, c'est très agréable. J'aime beaucoup traverser en bateau et avoir cette sensation d'arriver même plus sur une presqu'île, sur une île. Voilà, ma question cachée, c'est que quand on est député d'une région comme ça, qui est à la fois cohérente, mais à la fois qui offre plein de visages différents entre ici et le Pilat en face et toutes ces villes qu'on a traversées tout au long de l'été avec Myriam et l'émission, on a forcément des préférences, même si on n'a pas le droit de les avouer. Non, on n'a pas de préférence. On n'a pas de préférence. Le bassin, c'est vrai que ça, voilà, hein, ça vraiment l'ensemble des communes fait le tour du bassin et un tout petit peu plus loin avec Marcheprime-Mémios. Je crois que c'est simplement très représentatif de la France finalement. On a l'eau, on n'a pas la montagne, certes, mais enfin on a aussi plus rural. On a la dune, ah ben pourquoi pas. On a la dune, on a un côté plus rural, plus mer. Voilà, on est avec des endroits, des communes aussi variées les unes que les autres, mais avec chacune leur charme. Et vu l'attrait sur l'ensemble des communes, je pense qu'il n'y en a aucune qui prévaut l'une par rapport à l'autre. C'est bien, c'est bien. C'est une vraie femme politique. Elle s'en sort bien. Alors justement, être députée de la majorité, se faire l'écho d'un territoire comme le nôtre, vous êtes à la fois sur de nombreux dossiers, il faut jongler avec tout ça. Ça rend pas trop schizophrène, ça va? Vous y arrivez? On s'organise. C'est étonnant hein, en début de mandat, je ne vais pas vous dire le contraire, puisque c'est un va-et-vient hebdomadaire Paris, bassin d'Arcachon. Donc il faut trouver un certain rythme et puis il faut trouver un certain équilibre, c'est-à-dire être à la fois sur Paris pour traiter les sujets nationaux, bien évidemment. Nous sommes législateurs, donc le rôle principal d'une députée ou d'un député, c'est bien évidemment ce travail national. Mais il faut aussi trouver un écho sur le territoire, parce que sinon les habitants de notre circonscription ne comprennent pas pourquoi nous ne sommes pas là et finalement quelque part ce que l'on fait. Donc la difficulté d'être député, c'est ça, c'est d'être législateur mais aussi d'être présent sur le territoire pour être à l'écoute de l'ensemble des habitants. Et pouvoir faire remonter toutes ces informations. Bien évidemment, et ça marche. Quand je dis un va-et-vient, vous avez raison, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que faire redescendre tous nos textes de loi et les expliquer au niveau territorial, mais je crois des territoires aujourd'hui, tirer le meilleur pour le faire remonter sur Paris et que ce soit finalement de ces projets territoires qui nous donnent les bonnes idées et nous permettent d'avoir des textes de loi les plus pertinents possibles. Alors, on le disait tout à l'heure, vous le disiez, il y a plein de visages dans cette circonscription. Il y a une part de ruralité, mais la plus grande partie est quand même cette façade maritime et ses préoccupations. On vous a surnommé la députée de la mer. Ça veut dire qu'effectivement, vous avez réussi en 3 ans à vous impliquer énormément sur ces dossiers qui sont souvent très techniques. On vient de le voir avec Thierry Lafont sur la problématique des ostréiculteurs, mais c'est la même chose pour les pêcheurs, c'est la même chose pour l'industrie du nautisme et de la plaisance, etc. Comment on fait, Sophie Panonacle, pour devenir compétent ou compétente sur des dossiers aussi techniques en quelques mois quand on n'est pas forcément préparé pour ça? On travaille beaucoup. Comme dans tous les métiers, je crois, il n'y a pas de secret. On travaille, on travaille, on travaille. Non, ceci mis à part, quand j'ai démarré il y a 3 ans, il y a eu un rapport d'évaluation qui a été proposé à l'ensemble des députés de ma commission, donc développement durable, aménagement du territoire. C'est l'évaluation de la loi économie bleue. Loi dite d'ailleurs Arnaud Leroy, qui vit également sur le bassin d'Arcachon.
Et quand j'ai vu cette proposition d'évaluation, eh bien écoutez, je me suis dit, elle est forcément pour moi, députée du bassin d'Arcachon, je vais continuer ce travail. Donc j'ai levé le doigt, il n'y avait que moi de toute façon dans l'assistance de volontaires, donc le choix était très simple. J'ai commencé comme ça et je n'ai jamais arrêté. J'ai ensuite créé la team maritime, effectivement, parce que quand je me suis rendu compte de l'intérêt de cette filière maritime et finalement le peu d'écho que ça avait sur l'Assemblée nationale, je me suis dit là il faut, ce n'est pas possible. Hein, on doit effectivement travailler pour essayer d'embarquer un maximum de députés sur ce sujet, de les convaincre de porter ce secteur. Il y a un potentiel d'emploi au niveau maritime incroyable. Et même après la crise, hein, on parlait tout à l'heure de métiers d'avenir, d'ostréiculture, mais pas que. Donc l'idée, ça a été d'embarquer mes collègues députés en créant cette team maritime et vraiment de mettre en valeur la communauté maritime dans sa globalité. C'est peut-être en partie, en tout cas, ce qui a donné l'envie à Emmanuel Macron de créer dans le nouveau gouvernement un ministère de la mer qui n'existait pas. C'est important, Eric Lucine, pour un pêcheur de se rendre compte qu'aujourd'hui, il y a un ministre, comme il y en a eu il y a longtemps, mais ça faisait longtemps qu'il n'y en avait plus, de vrai ministre de la mer. Ouais, c'est sûr qu'on a besoin de soutien à la pêche en ce moment. Vu toutes les lois qui nous pondent, entre les quotas, tout. Donc c'est important de se rendre compte que la filière maritime est prise en compte au gouvernement avec un vrai ministre. Ça représente un soutien et aussi une reconnaissance de la profession, donc c'est important. Par rapport à tous les secteurs dont vous vous occupez, on parle de nautisme, de l'ostréiculture, de la pêche, etc. C'est quand même très complexe de pouvoir être efficace là sur tous les dossiers et d'avoir... parce que certes, il peut y avoir on va dire un fil rouge, hein, un peu commun à tout ça, mais pas que. Chacun a aussi ses spécificités et ses problématiques. Donc vous le disiez, c'est vraiment beaucoup de travail et beaucoup pour la connaissance des dossiers, être efficace partout. Bien sûr. Alors pour être assez constructif finalement, il y a les mercredis de la team qui existent. Tous les mercredis à l'Assemblée nationale, nous recevons des acteurs privés ou publics du monde du maritime. Ils nous exposent leurs projets, leurs difficultés, ils nous présentent leurs entreprises. Donc c'est extrêmement varié. Et pas que, comme je vous le disais tout à l'heure, le va-et-vient territoire Assemblée nationale est extrêmement important. Donc nous recevons à l'Assemblée nationale ces acteurs, mais la team maritime se déplace aussi et nous avons lancé le Tour de France du maritime. Nous allons sur des territoires maritimes, bassin d'Arcachon bien évidemment. Nous avons le plaisir de recevoir la ministre de la Mer dès sa nomination. Et vous avez raison, je revendique une part de la création de ce ministère de la Mer. En tout cas, nous avons participé à convaincre le président de la République à avoir une ministre de la Mer. Et en plus une femme, donc c'est d'autant plus satisfaite. Vous avez notamment effectivement créé cette fête de la mer dont la deuxième édition s'est tenue en juin 2020, malgré le contexte et malgré la Covid. Il y aura, c'est quelque chose qui va être renouvelé et dont vous espérez quoi au final? Quelle est l'ambition pour cette fête de la mer? Alors ça va être renouvelé, la deuxième édition a été réussie malgré le contexte que l'on connaît, puisqu'il y a eu un peu plus de 200 événements au niveau national. L'année prochaine, nous allons amplifier cette fête, puisque l'idée c'est qu'elle se déroule peut-être sur une semaine entière pour pouvoir embarquer avec nous, pardonnez-moi l'expression, les entreprises du maritime. Il puisse y avoir des portes ouvertes et que là aussi, pourquoi pas, les jeunes avec des lycées ou des collèges puissent aller à la rencontre de ces entreprises du maritime, de pêcheurs aussi. Voilà, donc vraiment sur une semaine entière, on va amplifier. L'idée de la fête de la mer, au début, quand je rencontrais les acteurs du maritime, c'était pour moi un peu un monde professionnel confidentiel. C'est extrêmement varié. La plupart des Françaises et des Français ne connaissent pas cette filière maritime, ce secteur maritime. Donc c'était de faire découvrir à l'ensemble des Français un secteur porteur d'avenir, tout simplement. Et donc là, troisième édition en cours de préparation. En cours de préparation, nous avons déjà démarré. Encore à Arcachon ? Alors la troisième édition, c'est national, c'est vraiment au niveau national. Et ne jamais oublier les territoires d'outre-mer. C'est aussi sur les territoires d'outre-mer. Tout le monde parle de la deuxième zone économique exclusive. C'est quand même grâce à nos territoires ultramarins que nous pouvons avoir ce rang mondial. Donc c'est important de le préciser. Donc édition sur une semaine au niveau national, ludique, pédagogique, voilà, faire vraiment passer le message de l'importance du secteur maritime pour l'avenir de notre pays. Alors justement, concilier à la fois le développement économique, l'environnement, la préservation du patrimoine, tâche pas si simple que ça peut-être, hein.
Alors, c'est pas que c'est pas simple, pour le monde maritime, c'est quasi une évidence. C'est qu'il y a déjà bien longtemps, finalement, qu'ils sont en avance, que les acteurs, les professionnels sont en avance par rapport à la protection de l'environnement. Ils travaillent au quotidien avec un élément qui s'appelle l'océan. Oui. Donc c'est rien de dire qu'ils ont plutôt intérêt à le préserver si ils veulent poursuivre leur activité. Donc je crois qu'il ne faut en aucun cas opposer le développement économique et le développement écologique, quel que soit le domaine d'ailleurs, mais encore plus au niveau maritime. Ils l'ont compris depuis bien longtemps. Dans le plan de relance, vous l'avez peut-être vu, mais on soutiendra les projets territoriaux, donc maritimes et autres, mais là nous parlons de maritime, qui sont vraiment le plus vert. Alors c'est un mot à la mode, mais en tout cas qui concilie de nouvelles technologies. On parlait tout à l'heure par rapport à la pêche, hein, pourquoi pas effectivement envisager de nouvelles façons de pêcher pour protéger les quotas. Exactement, un arrêt biologique. Mieux gérer les quotas par petits bateaux. Voilà. Un quota individuel, ça serait plus simple pour nous. Bien sûr, ça c'est la pêche. On est embêté pour ça, c'est sûr que... Bon, encore des choses de toute façon, encore et toujours à travailler, bien évidemment. Est-ce que néanmoins vous disiez il ne faut pas les opposer, ces deux notions, développement économique et préservation de l'environnement, du territoire, etc. Mais est-ce qu'on n'a pas parfois quand même de part et d'autre des réactions un peu ayatollahesques? On ne va pas faire un débat parce qu'il y aurait une émission entière à faire sur la situation du banc d'Arguin aujourd'hui, mais où on voit le côté complètement contre-productif en tout cas c'est mon avis et je l'assume, de la CEPANSO, de l'action de la CEPANSO. Est-ce que le rôle de la députée, c'est pas aussi d'arriver à trouver des voies pragmatiques et d'arriver à mettre tout le monde sur des terrains de consensus où effectivement on concilie les contraintes de chacun? Bien sûr, vous avez tout à fait raison. Je crois que mon rôle, c'est d'essayer de fédérer, de mettre tout le monde autour de la table. C'est ce que j'ai fait dès le début de mon mandat, hein, justement concernant le banc d'Arguin, concernant l'érosion côtière, d'autres sujets. Nous sommes réunis les toutes premières fois d'ailleurs à l'université à Arcachon, oui. La station marine à oui. Arcachon. Donc oui, mon rôle, il est là et il n'y a que comme ça, effectivement, que l'on pourra avancer tous ensemble. Vous avez d'autres engagements autres que la mer? Je suis désolée, on va parler aussi d'autres sujets, notamment égalité hommes-femmes et la lutte contre les violences conjugales. Est-ce que vous trouvez que le gouvernement va assez loin là-dessus, sur ce sujet-là, pour arriver à combattre malheureusement tout ce qui se passe? Alors juste avant de vous répondre, on pouvait presque faire la transition en disant aussi l'importance de la place des femmes dans le secteur oui, maritime. Voilà, voilà. Donc ça c'était complètement. L'égalité homme-femme et les violences faites aux femmes. Oui, c'est un sujet qui me tient à cœur, sur lequel je me suis investie immédiatement. Il y a eu le Grenelle des violences faites aux femmes. Énormément de choses ont été faites en 3 ans. Alors là aussi, nous parlions du national et du local. J'ai mis en place, il y a maintenant 2 ans, des tables rondes qui ont lieu à la sous-préfecture d'Arcachon, où là encore, on met tout le monde autour de la table. C'est-à-dire qu'il y a la sous-préfète, bien évidemment, qui a la gentillesse de nous inviter. Il y a la police, il y a la gendarmerie, il y a des médecins référents violence sur du bassin. Il y a les CCAS, les centres d'action sociale de l'ensemble des communes. En tout cas, ils sont tous invités. Et j'oublie sans doute, il y a les 2 associations, pardonnez-moi, les 2 associations de lutte contre les violences faites aux femmes, Solidarité Femmes Bassin et Femmes Solidaires du Bassin d'Arcachon. Nous travaillons tous ensemble et nous obtenons des résultats. Donc ce ne sont pas que des tables rondes pour discuter. Oui. On est dans le concret. On est dans le concret. On est dans le concret. Il y a aujourd'hui un partenariat qui existe entre Domo France et Aquitanis, par exemple, pour que l'on obtienne davantage de logements, pour qu'une fois ces femmes sorties de leur contexte violent puissent être immédiatement mises à l'abri. Alors il y a l'abri urgent, mais il y a également l'abri à moyen et long terme, hein, c'est aussi important. Donc des logements sont disponibles aujourd'hui et avec la PAFED, l'association avec laquelle nous travaillons également, nous obtenons le financement d'accompagnateurs, d'accompagnatrices de ces femmes. Parce qu'une fois qu'elles sont mises à l'abri, on ne peut pas les laisser seules. Donc ça, ce sont des résultats concrets. Nous sommes en train de travailler avec des médecins référents également pour obtenir au niveau de l'hôpital d'Arcachon un centre médico-légal. C'est pas encore fait, mais c'est important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on accueillera directement les victimes à l'hôpital d'Arcachon. Elles n'auront pas besoin d'aller au COVA à Bordeaux. Elles pourront également porter plainte à l'hôpital
C'est parfois difficile d'aller dans une gendarmerie ou dans un commissariat de police pour porter plainte. Et malgré que l'accueil, que nos forces de sécurité soient de plus en plus formées à cet accueil de femmes violentées, ça reste encore difficile parce que c'est un traumatisme. Donc possibilité de déposer plainte à l'hôpital, sans doute cela va améliorer ce sera plus facile en tout cas pour ces femmes. Donc énormément de résultats concrets. On travaille et on obtient des résultats. Bien. Sur l'égalité homme-femme, moi je constate quelque chose, en tout cas c'est qu'il y a de plus en plus de femmes skippers, ça c'est bien. Ouais. Eric, est-ce qu'il y a aussi de plus en plus de femmes pêcheurs? Pas beaucoup, pas encore assez. Pas beaucoup, j'en connais une sur les chalutiers et une autre à Saint-Jean qui fait la pêche au merlu à la ligne. Mais c'est un métier dans lequel les femmes peuvent tout à fait, exercer leur talent et leurs compétences. Bien sûr. Sophie, dans 2 ans, ce sera les élections législatives. Je ne sais pas encore si vous voulez vous représenter, mais en tout cas, quel bilan vous aimeriez qu'on tire de cette mandature pour vous? On vous reconnaît une vraie présence sur le terrain, unanimement. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de vous dans 2 ans, quand ce sera le moment ou pas de vous représenter? Alors ça, c'est la question piège. Non, je crois que pendant 2 ans, j'ai encore beaucoup de travail à faire. J'ai encore énormément de projets en tête. J'ai encore énormément de personnes à rencontrer, à aider, à soutenir. Donc je vais continuer sur cette trajectoire. Et puis dans 2 ans, on verra ce que ça donne. Vous savez, c'est une mission qui m'a été confiée par les habitants du bassin d'Arcachon il y a 3 ans. Sans doute, je me représenterai dans 2 ans et on verra s'ils continueront à me faire confiance. En tout cas, je ferai le maximum. Je n'aurai rien à regretter. Je ferai le maximum qui est en ma capacité de travail, je ferai au mieux en tout cas pour soutenir mon territoire, pour soutenir ses habitants encore pendant 2 ans. Et ensuite, on verra. Une élection est une élection. Bien aider les petits pêcheurs. Comptez sur moi. Comptez sur moi. On en reparlera tout à l'heure parce qu'on a des dossiers en cours déjà tous les deux. Très bien, merci beaucoup Sophie. Vous restez avec nous, bien évidemment. Et puis on va parler tout à l'heure des laboratoires du Café avec François Mignol. Avec François, mais on va faire une autre petite pause musicale. Avec Marc Brenner. Avec Marc Brenner et Thomas Drouard, et ça va être A Horse with No Name. At the first part of the journey, I was looking at all the light. There was plants and trees and rocks and things. There was sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with no buzz and a sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was filled with sound. See, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one gonna give you no pain. Desert sun, the skin began to turn red. After 3 days in the desert fun, I was looking at a riverbed, and the story it told of the river that flowed made me sad and think it was dead. See, I've been through the desert on a horse with no name. Felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one gonna give
Marc Brenner et Thomas Drouard pour l'accompagner. On les retrouve tout à l'heure sur le plateau. Et puis un dernier titre avant la fin de l'émission, c'est promis, restez bien avec nous. Hein. Oui, bien sûr. Alors nous sommes toujours sur la terrasse de Côté Sable. Moi je voulais juste en dire quand même quelques petits mots. Très brièvement parce qu'on est déjà en retard. Évidemment, parce que voilà, c'est un hôtel magnifique. D'abord c'est le 4 étoiles de la Presqu'île avec un spa, une équipe formidable, des soins somptueux. Donc voilà, une cuisine raffinée, exotique un peu. C'est très pub là. Laurent welcome, mais non, mais c'est normal, c'était la deuxième fois et moi je tenais quand même à le dire. Une quinzaine de chambres, ça fait déjà 13 ans que cet hôtel est ouvert. Peut-être quelques-unes de plus bientôt. On ne sait pas, on ne va pas vendre à la mèche. En tous les cas, on ne peut que vous inviter bien évidemment à venir le découvrir, à vous poser parce que tout au long de la journée, c'est vraiment une ambiance très très agréable. Une superbe tarte au citron. Et après c'est moi qu'on traite de gourmande. Sophie, justement, est-ce que c'est important pour vous qu'il y ait comme ça des hôtels de renom et des 4 et 5 étoiles sur le bassin, tout autour du bassin et en plus ici sur la Presqu'île, il faut quand même préciser qu'il est ouvert à l'année, ce qui est quand même rare aussi sur cette partie-là, mais c'est important pour vous qu'il y ait des établissements importants, 4 étoiles renommés. Au fil de l'été, on a été par exemple à Andernos dans l'hôtel Andérénis, 4 étoiles qui est ouvert aussi à l'année. Absolument. On a été à la Guitoune. Au Pila également. De beaux établissements tout autour du bassin d'Arcachon. Nous avons la chance d'avoir de très beaux établissements, là aussi qu'il faut valoriser. C'est l'image aussi du bassin et surtout que ça reste des établissements de petite taille, si je puis dire, voilà, qui ne défigurent pas du tout notre environnement. C'est ça aussi qui est extrêmement important. Oui. Donc oui, on ne peut que s'en féliciter. Il faut dire que, et vous êtes bien placé pour le savoir, le tourisme est aussi quand même une des activités économiques les plus importantes sur votre circonscription, qui fait vivre énormément de vos administrés. Et donc il faudra aussi malheureusement défendre dans les prochains mois, vu le contexte. Je ne sais pas si vous connaissez François Mignol, Sophie Panonac, mais en tout cas vous connaissez certainement cette marque Laboratoire du Cap Ferret, cette marque de cosmétiques qu'il a fondée. Merci d'être avec nous François aujourd'hui. Merci de m'accueillir. Merci Pascal. Alors, vous l'avez créée, cette marque, donc il y a maintenant 4 ans à peu près. Alors, la marque a été créée il y a 5 ans et elle a été commercialisée il y a bientôt 3 ans. D'accord. Avec une idée forte, c'est marier les produits de la terre et de la mer. Comment est née cette idée? Alors, c'est une idée qui est née sur la base d'un constat qu'on avait fait il y a 5 ans. Sur l'offre cosmétique, je vais m'adresser plutôt aux femmes, j'en suis désolé Pascal. Les hommes aussi ont le droit d'utiliser les crèmes. Prioritairement aux femmes. C'est qu'on trouvait sur le marché des cosmétiques de très bon niveau, des très beaux produits distribués dans différents circuits de distribution, mais des produits qui n'étaient pas certifiés bio et du moins qui n'avaient pas, on va dire, une naturalité exemplaire. Mais néanmoins, les très bons produits, alors quand je parle de très bons produits, je parle de la senteur, je parle de la texture, je parle du plaisir d'application et puis aussi de l'efficacité. Ouais. Oui, tant qu'à faire. Donc on avait ces produits d'un côté, de l'autre côté, des marques qui commençaient à émerger et qui fort heureusement se développent, qui sont bio, mais avec des niveaux de formulation, c'était le constat qu'on faisait il y a 5 ans. C'est pas du tout une critique, c'est parce qu'il faut que les choses évoluent, des niveaux de formulation moindres. Et donc en termes encore une fois, de senteur, de texture et de performance, on avait une offre, on va dire, moins qualitative. Et l'idée a été de réunir ces deux caractéristiques. C'est-à-dire à la fois faire des cosmétiques vraiment de très haut niveau en termes de formulation, mais qui à la fois soient des produits naturels et certifiés bio. Donc c'était un gros challenge. Et donc pour vous répondre, oui, l'idée est née ici, puisque c'est vraiment, alors je peux le dire, non seulement au Cap Ferret, mais à la pointe du Cap Ferret, tout au bout, que l'idée nous est venue d'associer des ingrédients d'origine marine avec des ingrédients d'origine végétale. Et on a découvert des synergies qui sont vraiment extraordinaires. Et on a obtenu des résultats, encore une fois, sur les textures, sur les performances, qui nous a donc porté jusqu'à maintenant et avec un beau développement depuis 3 ans. Alors ça représente quoi de créer une marque de cosmétiques comme ça, François? Beaucoup de soucis. Je suppose beaucoup de soucis, ça je m'en doute, mais ça c'est toute entreprise. Mais c'est beaucoup de recherche et développement. Donc est-ce que c'est énormément d'investissement? Vous avez cassé la tirelire. Vous aviez fait avant une carrière dans l'industrie pharmaceutique. Alors de formation, je suis pharmacien.
J'ai toujours été consultant pour l'industrie pharmaceutique, j'ai pas été pharmacien d'officine, à part quand j'étais jeune et qu'il fallait travailler l'été pour se faire une petite cagnotte. Mais j'étais consultant pour l'industrie pharmaceutique et aussi parapharmaceutique, donc les produits parapharma, pendant 25 ans. Et l'idée, l'envie a été très forte et croissante à un moment de faire du conseil non plus pour les autres produits, les produits des autres, mais pour ses propres produits. Et j'avais une passion pour la cosmétique, un goût très prononcé, une conviction sur la naturalité et le bio. Donc il y a un moment où oui, il faut casser la tirelire, oui, on a de la recherche et développement à faire, et oui, c'est un monde infini à explorer. Alors, juste pour vous donner une idée, on va parler du monde de la mer, pour reprendre la discussion précédente et évoquer le ministère de la mer, donc, dont vous nous parliez. On évalue, parce que c'est très difficile à définir, entre 30 000 à plusieurs centaines de milliers d'espèces d'algues. On ne sait pas. On sait qu'il y en a minimum 30 000, plusieurs centaines de milliers, certainement, jusqu'à 1 million, c'est évoqué. Ah oui, c'est énorme. Et on en connaît et on sait en exploiter quelques centaines. Donc on a un monde absolument gigantesque, extraordinaire, d'une ressource fabuleuse, à condition de l'exploiter de manière écologique, de ne pas détruire nos écosystèmes. Mais vous avez des algues qui sont capables de s'adapter à des conditions qui sont absolument sidérantes. Vous trouvez des microalgues qui vont être à moins 3000, moins 4000 mètres de profondeur dans un noir complet avec des pressions hallucinantes et qui vont se développer, et ces algues qui vont produire des substances dont on peut imaginer à un moment qu'elles vont pouvoir nous apporter quelque chose sur le plan cosmétologique, mais aussi sur le plan nutritionnel ou même sur le plan médicamenteux. Et on sait que sur le plan médicamenteux, il y a des algues qui nous ont apporté pas mal de choses. L'univers végétal, il a beaucoup plus été déjà fouillé, puisque l'homme l'a à portée de main, donc c'est plus facile. Mais donc, pour répondre complètement à la question, la recherche et développement est essentielle, et je reste persuadé que le succès passe quand même par l'innovation. C'est-à-dire que si on propose finalement la même chose que ce que le marché propose, la probabilité de connaître un développement est quand même assez réduite. Alors, Sophie Van Onacle, quand on est une femme, et puis je suppose, comme toute femme qui se respecte, on est quand même attiré par tous ces produits cosmétiques. Une innovation comme ça, vous la regardez comment, en plus, quand ça vient du bassin ? Alors, personnellement, je ne peux que soutenir ce genre d'innovation, de produits naturels, simplement parce que l'on sait que dans de nombreux produits cosmétiques, et pas que, aussi dans des médicaments ou des produits d'entretien, sont utilisées des particules de microplastique, entre autres, on pourrait citer les exfoliants. Et qu'est-ce qui se passe? Alors pas que, il y a aussi des produits chimiques. Et en fait, ces produits finissent où? Là encore, on en revient au maritime, finissent dans l'océan. Parce que les stations d'épuration ne peuvent pas traiter l'ensemble de ces produits, même ces particules de microplastique que l'on retrouve ne peuvent pas être filtrées. Elles repartent dans l'océan, ce qui veut dire quoi? C'est les poissons qui les ingurgitent au bout d'un moment. Certains poissons, les baleines entre autres aussi, qui absorbent de l'eau, donc ça s'accroche au niveau de leur... et aussi, si vous me permettez, la destruction des coraux qui sont liés aux produits utilisés dans les antisolaires, avec des quantités qui sont centaines de milliers de tonnes par an rejetées dans les océans, où on voit des destructions complètes de grands coraux. Sur les plages océanes, on voit, ça fait un lisse devant les plages sauvages, ça glacie l'eau. D'accord. D'où l'intérêt de... Voilà, on sent la crème dans l'eau quand on passe avec le bateau. Là, ah oui, à ce point-là. D'où l'intérêt de développer effectivement ce genre de produit. Et sur notre territoire, le CIBA a un travail très intéressant à ce sujet, en proposant, j'ai une affiche dans mon bureau qui propose effectivement d'utiliser plutôt les crèmes solaires bio l'été. Je crois qu'il faudrait développer effectivement les messages à faire passer là aussi à la population et à la population estivale pour protéger notre bassin d'Arcachon, bon, pas que. Alors, il y a néanmoins dans ces certifications bio ces dernières années, on voit le meilleur et parfois un peu le pire, ou en tout cas un peu n'importe quoi, avec une multiplication des labels, le fameux greenwashing où tout le monde dit veut faire plus vert que vert. Est-ce que du coup, François Mignol, quand on dit aujourd'hui je fais certifier mes produits et ils sont bio, est-ce que ça veut encore dire quelque chose? Est-ce qu'on peut encore y croire en tant que consommateur? Alors oui, ça veut dire quelque chose. La problématique est de savoir de quelle certification on parle. Parce qu'on a vu une multiplication des labels
face à des entreprises qui n'étaient peut-être pas en mesure de répondre aux critères des labels existants et qui finalement, d'elles-mêmes, par des initiatives individuelles, ont créé d'autres labels dans lesquels eux-mêmes allaient rentrer. Donc on a le grand greenwashing. Alors pour expliquer la complexité, répondre complètement à la question, il faut comprendre un tout petit peu une donnée économique du marché. Le marché de la cosmétique en France, c'est 11 milliards. Ce qui est un petit peu moins d'ailleurs que l'exportation française de cosmétiques qui est 13 milliards. L'industrie cosmétique exporte plus que sur le marché français. 11 milliards, sur les 11 milliards, c'est 800 millions en bio. Alors 800 millions, on va dire, c'est un chiffre très important, mais finalement c'est 6-7%. Oui. Donc c'est relativement faible. Mais il se trouve que vous avez le marché global qui est relativement stable, c'est-à-dire qui connaît une petite croissance de quelques pourcents. Le marché de la cosmétique bio, c'est plus 18% en 2019. Plus 18%. Donc les industriels, quand ils voient un segment de marché à plus 18%, ils sont forcément intéressés. Oui, forcément. Ils ne vont pas laisser passer leur part de gâteau. Donc comment est-ce qu'on fait? Il y a deux solutions quand vous voulez vous accrocher à un marché qui fait plus 18%. Soit vous rentrez dans les clous, ce qui veut dire que vous êtes certifié bio et vous répondez à un cahier des charges strict, vous répondez à des modes de fonctionnement stricts et vous acceptez d'avoir des audits. Oui. Et c'est lourd, c'est complexe et c'est très cher. Alors c'est pas tellement la certification en elle-même auprès de l'organisme qui est cher. Ce qui est très cher, c'est que vos ingrédients ne coûtent du tout le même prix. 1 kilo d'un ingrédient certifié bio, c'est pas le même prix qu'un kilo de silicone. Oui, forcément. Le problème, c'est que le kilo de silicone, il est reconnu comme étant un perturbateur endocrinien. Donc, que font les industriels qui ne veulent pas rentrer, qui ne veulent pas faire l'effort d'entrer dans les clous? Ils créent des labels, là, Doc. Ils créent des labels et c'est le grand greenwashing. Alors, le grand greenwashing, vous en avez deux catégories. Le greenwashing qui est le packaging vert, les mots green, les mots verts, la communication sur la naturalité. Nous nous engageons sur la préservation des océans. Ah! Mais en même temps, on va produire une crème solaire qui tue les coraux. Donc vous voyez le paradoxe qui poussait jusqu'à ce niveau-là. Et puis l'autre stratégie pour faire du greenwashing au-delà de la communication, c'est effectivement de créer des labels. On a un label qui a été créé en France, qui est une norme ISO. C'est absolument hallucinant, parce qu'une norme ISO, ça a quand même une valeur réglementaire, qui donc définit ce qu'est un produit bio, une nouvelle norme, mais qui n'impose aucune contrainte et n'impose aucun contrôle. D'accord. Donc l'industriel déclare être conforme à une norme dont on ne connaît pas trop finalement les pourcentages. Alors je reviens à ma question. Concrètement, moi je suis consommateur, parce que moi aussi en tant qu'homme, je peux avoir envie d'utiliser une crème. Ou Myriam, on va acheter laboratoire une crème, un exfoliant ou une huile laboratoire du Cap Ferret. Qu'est-ce qui nous garantit que c'est vraiment bio? Alors aujourd'hui, il est reconnu qu'il y a une certification qui a été validée à l'échelle européenne, qui est le cahier des charges qui s'appelle Cosmos. Donc Cosmos, c'est un référentiel. Pour adhérer à ce référentiel et donc pour avoir la reconnaissance que vous l'appliquez correctement, vous devez être contrôlé par un organisme certificateur. En France, c'est EcoCert qui le fait, et un deuxième organisme qui est Bureau Veritas, que vous connaissez. Ce sont les deux organismes aujourd'hui qui sont habilités à vérifier que vous appliquez le référentiel. Une fois que vous l'avez appliqué, vous avez le logo EcoCert sur vos produits. Et vous pouvez aller un petit peu plus loin en signant une charte qui vous engage sur certains engagements, notamment sociétals, notamment vos engagements sur les approvisionnements dans les autres pays, le respect du droit de la femme, le respect de l'enfant, etc. Et à ce moment-là, vous avez le label de l'organisme Cosmébio qui vous donne le fameux petit logo bio. Quand vous avez sur un produit cosmétique les deux logos EcoCert et le logo bio, vous avez répondu à un référentiel dont on s'accorde à l'échelle européenne, puisque c'est le référentiel Cosmos, que vous adhérez à un référentiel sérieux et valide. Après, si vous avez d'autres logos, je ne peux pas, moi, prétendre que ces logos-là ne sont pas valides. Simplement, à chacun de vérifier d'où il vient, quelle est sa nature, est-ce qu'il est sérieux, est-ce qu'il n'est pas sérieux. C'est toute la problématique. Alors, on a compris, qualité grâce à beaucoup de recherche et de développement et à de l'innovation, le bio avec un vrai label et un vrai cahier des charges auquel vous répondez. Et puis, il y a cette marque Cap Ferret. Alors ça, c'est du marketing ou ça correspond à une réalité? Alors ça, c'est une réalité qui est liée à la création, puisque la marque a été créée ici. Et je peux dire que le concept d'associer des ingrédients végétaux et marins, comme je le disais tout à l'heure, est né à la pointe du Cap Ferret, sur la dune,
on s'est dit, tiens, mais on va essayer de faire ça. Et puis, l'utilisation de certains produits locaux, par exemple, et puis à partir de là, la poudre de coquille d'huître. À partir de là, on s'est donné comme objectif d'utiliser des ingrédients d'origine locale chaque fois que c'est possible. Après, vous avez des ingrédients que vous n'allez pas trouver ici, donc on va aller les chercher ailleurs, c'est pas un problème. Moi, j'ai grand plaisir à utiliser des ingrédients du bassin avec d'autres ingrédients qui vont venir de l'autre bout de la planète. C'est très intéressant de mélanger ces ingrédients. Mais chaque fois qu'on peut, on le fait. En particulier, vous le mentionnez, on a sur les gommages, on a un gommage corps, un gommage visage. Dans les deux cas, on utilise de la poudre de coquille d'huître. Alors, selon un process qui est très long et complexe, entre l'huître et la poudre, on a 2 mois de process, avec différentes étapes de broyage, de nettoyage, de purification, de stérilisation, selon des procédés bio, bien sûr, pour aboutir à une poudre dont on a une granulométrie qui est parfaite entre 0,2 et 0,5 mm. Alors pas trop fine sinon ça devient irritant, pas trop grosse sinon c'est désagréable, donc entre 0,2 et 0,5. Et cette poudre est associée avec 2 autres poudres, noyau d'abricot, pépins de kiwi, avec des acides de fruits pour le peeling enzymatique et des huiles végétales pour l'hydratation. Donc pour vous répondre, oui, on a des fournisseurs d'ingrédients et je travaille avec des ostréiculteurs, donc le représentant des ostréiculteurs nous a quittés, avec des ostréiculteurs de la région qui me fournissent les coquilles et après on les envoie à l'usine pour faire le traitement. On a aussi un fournisseur sur Arcachon qui va nous fournir une algue très intéressante puisqu'elle contient des micro-vésicules contenant des antioxydants extrêmement efficaces sur leurs propriétés anti-âge. Donc on a des actifs alors, du bassin, on a des actifs de la Gironde, on a des actifs de l'Aquitaine et puis on a des actifs qui viennent d'ailleurs. Mais le but c'est de tout mélanger. Et alors tous vos produits, on les trouve en pharmacie, on les trouve, comment on fait? Parce que là moi tout ce que j'ai envie c'est de tester. Hein, donc, je vous en ai amené quand même. Oh que c'est gentil, je suis gâtée aujourd'hui. Non mais sinon concrètement. Alors on a choisi en circuit de distribution d'une part les instituts de beauté. Alors pourquoi les instituts? Parce que les esthéticiennes font un boulot formidable et ce sont les professionnels de la cosmétique. C'est elles qui les utilisent tous les jours, les ont dans les doigts du matin au soir, peuvent les apprécier à titre individuel et en ont le retour immédiat de leurs clients. Et pour moi, l'esthéticienne, c'est quand même la meilleure ambassadrice de la cosmétique. Je ne parle pas de ma marque, je parle des marques en général. Donc on a voulu absolument commencer par les instituts de beauté. Après, en tant que pharmacien, je ne pouvais pas tourner le dos à mes confrères. Évidemment. On est aussi distribué en pharmacie. La raison pour laquelle on a aussi retenu la pharmacie, c'est que c'est un lieu de conseil. Là où on ne voulait pas être, c'est dans une distribution en rayon, en linéaire, où il n'y a pas de conseil, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on puisse avoir une explication sur les produits. Absolument. On a sur nos produits, pour donner une idée, on a entre 7 à 18 actifs par produit, donc les substances qui sont réellement actives. Dans les cosmétiques conventionnels non bio, c'est 2 à 3. Donc quand on a autant d'actifs, il va falloir expliquer à la cliente qu'est-ce qu'on va avoir dedans, quelle plante va apporter quoi. Donc on veut être sur des points de conseil et pas simplement sur la distribution. Donc les pharmacies, les instituts. Il y a quand même la vente directe qui se développe énormément et sur laquelle on a moins ce côté conseil. Alors la vente directe, elle répond, donc la vente en ligne, elle répond d'une manière, on va dire, générale aux zones en France où nous ne sommes pas présents physiquement puisque nous commençons depuis 3 ans, nous nous implantons partout en France. D'ailleurs, on a un succès assez égal dans les régions, ça se développe d'une manière assez uniforme, mais on n'est pas encore présent partout, donc la cliente qui habite dans une ville où il n'y a pas de revendeur peut acheter sur Internet. On a eu un fort développement sur Internet en période de confinement, puisque malheureusement nos esthéticiennes, par décision gouvernementale, ont été fermées pendant toute la durée du confinement. Les pharmacies, comme vous en doutez, étaient plus amenées à traiter les problématiques de gel hydroalcoolique et de masques et de Doliprane. Voilà. Donc on a des clients très fidèles et ces clientes-là se sont reportées sur Internet. Et maintenant que nos esthéticiennes et nos pharmacies ont pu reprendre de l'activité, elles retournent les acheter en point de vente. Donc ça nous permet d'avoir une complémentarité. Alors vous l'avez compris, ce sont de magnifiques produits. Moi, dans tous les cas, les dunes blanches nous ont été vendues, ça faisait longtemps qu'on les connaissait, mais on a salivé. Les huîtres, encore plus, mais là, maintenant, on parle beauté et on a vraiment envie d'essayer. Vraiment, merci beaucoup pour toutes ces explications, François. C'était très intéressant. Sophie, on voit au travers des dunes blanches, laboratoire du Cap Ferret, que cette presqu'île, elle est riche. Elle est plutôt inspirante pour les entrepreneurs. Elle est inspirante, elle est riche. On ne peut que se féliciter effectivement de toute
cette richesse d'entrepreneuriat. On va ensuite parler de pêche. Juste un point par rapport au label bio, ce que vous dites, je pense qu'il est aujourd'hui très important d'éclairer au mieux le consommateur. Effectivement, le consommateur est perdu, donc peut-être en tant que législateur, on pourrait améliorer sur ce cette transparence. C'est puisque je pense que c'est important. Vous m'ouvrez une porte, si vous me permettez de répondre sur ce point-là, la problématique... parce qu'on est déjà très en retard. Ouais, on va faire ça en 30 secondes. La problématique des cosmétiques conventionnels non bio et la présence de substances que l'on suspecte être des perturbateurs endocriniens. Donc perturbateurs endocriniens, on va perturber le système endocrinien donc hormonal avec des conséquences potentielles sur l'apparition de cancers hormonodépendants, c'est les cancers de la femme, notamment cancer du sein, cancer de l'ovaire, et aussi tout ce qui va toucher à la reproduction, donc la fertilité. On a des produits que l'on suspecte aujourd'hui depuis des années ou des décennies des perturbateurs endocriniens. Alors, sauf erreur de ma part, et vous serez beaucoup mieux à même de me répondre, on pourra en parler après l'émission, en 2013, le ministère de l'économie a publié une liste de produits susceptibles de contenir des perturbateurs endocriniens. Alors ça a été une ébauche, ça s'est vite arrêté parce qu'en fin de compte, ils citaient des produits et pas les ingrédients en eux-mêmes. La problématique aujourd'hui, c'est que une liste arrêtée, définie, des substances qui sont reconnues et la littérature scientifique les a identifiées, contrairement aux législateurs, comme étant des perturbateurs endocriniens, permettrait d'éclairer tout le monde, l'industriel parce qu'il va savoir du coup ce qu'il peut utiliser ou non, et le consommateur savoir qu'il est rassuré. Donc c'est vrai que je pense qu'il y a un énorme chantier. Un sujet de travail mais là, Sophie. Merci. Là c'est un beau chantier dont je veux bien parler avec vous, avec grand plaisir. Et juste une petite remarque, pour un produit bio, on pourrait essayer de ne pas aller récupérer des ingrédients à l'autre bout du monde parce que là il y a un problème d'empreinte carbone. Allez, un autre sujet, on va vous laisser en discuter hors émission parce que ça avance et on a encore 2 invités quand même, mais on va faire une petite pause de pub. Une pause de pub et après on se retrouve avec Marc Brenner et avec Eric Lucille, le pêcheur emblématique du Cap Ferret. Alors, je m'appelle Étienne, j'ai 24 ans et je suis la 7e génération de coiffeur dans ma famille. Ici, on est à l'hôtel Villa Lamartine, en plein centre-ville d'Arcachon, dans un cadre très sympa. C'était une salle de sport ici, et on est dans mon salon de coiffure aujourd'hui. Ouais, le coiffeur psychologue, ouais, ça arrive. On est le confident aussi, hein. On a le temps, on est assis, surtout dans ce cadre-là dans lequel aujourd'hui j'évolue, où je reçois quand même sur mesure ma clientèle, où j'ai du temps et je prends le temps et ça j'y tiens, et c'est important pour moi. Je coiffe hommes, femmes et enfants. Salon mixte. Et bien là, nous allons découvrir le mariage qui passe. Le 8e numéro de Le Bassin est à vous dans un concert de klaxon. Et oui, c'est ça le live. C'est un mariage. On est ici sur la presqu'île du Cap Ferret. Autour de Marc Brenner. Bonjour Marc. Bonjour Myriam. Oh, écoute, tout ça pour toi. Fallait pas génial, autant. C'est génial. On pouvait pas demander mieux. Je me suis marié en fait en même temps. Entre 2 chansons, c'est ça? Voilà. Bon, Marc, on va juste, tout le monde te connaît un petit peu ici sur le bassin, donc juste si on devait relater un petit peu ton histoire, tu es arrivé dans ton petit avion un jour là, de l'Angleterre, oui, en 96. À 95. 95. J'ai fait mes 25 ans. Voilà. Waouh. Et puis en fait, tu t'es posé à l'aérodrome à la Teste, et puis en fait, tu n'es plus jamais reparti. Mais non, pourquoi partir? T'es bien ici, hein? On est bien ici. Ouais. Alors du coup, tu te sens plus français ou anglais aujourd'hui? Mais j'attends ma naturalisation. Donc c'est en cours. C'est en cours? C'est bien parti? Imminente, on me dit. Non, on verra bien. Bon, tu sais qu'on a Sophie Padonac là, qui peut peut-être te donner un coup de pouce, on ne sait jamais. Mais si elle a des amis à Nantes, c'est bloqué, mais on ne sait pas. Tout a pris 6 mois de retard avec la Covid. Ouais. Dans tous les cas, une belle carrière pendant toutes ces années, parce que c'est autant des premières parties au stade Vélodrome devant Joe Cooker ou Pascal Obispo, mais c'est aussi des prestations au château de Versailles, château Yquem. Tu n'es pas resté que sur le bassin. Tant qu'il y a du pinard, on y va. En fait. Château de Versailles, c'était en 2007, pendant la Coupe du Monde de rugby, il me semble. Et on jouait là-bas pour une soirée privée.
Et à un moment donné, tous les clients sont partis regarder un feu d'artifice et on s'est trouvé tout seul dans le Palais de Versailles. C'était pas mal. Et puis dans tous les cas, très vite, tu as décidé de créer un groupe, le Mark Brenner Band, dont notamment avec Thomas qui t'accompagne encore aujourd'hui. Depuis des années, ouais. On était tout petits, tout jeunes. Avec des cheveux. Voilà, avec des cheveux, le voir comme ça. Et puis on a grandi ensemble, voilà. Après, mais c'est bien d'avoir une équipe fidèle, comme bien ça, sûr. On sait que est-ce qu'on est disponible? Oui, on est disponible parce qu'on bosse quasiment exclusivement ensemble. Alors certes, Mark Brenner Band, ce sont des reprises, ce sont des covers, mais pas seulement, parce que tu as quand même sorti 2 albums et le dernier, il est là, il est beau, et tu as décidé de le sortir en vinyle. Oui, en vinyle. Pourquoi? En fait, pour séparer ce que nous faisons côté reprise et côté compo, donc on utilise le nom Karma Arma pour le nom du groupe. Et c'est un peu un mélange de musique du monde, électro, pop et tout ce que nous aimons de toute manière. Donc ceux qui aiment mon côté un peu reprise vont s'y retrouver dans des compos, je pense. En fait, le vinyle, pourquoi? Les derniers albums, on avait sorti en CD, et évidemment en streaming. Et finalement, je me suis rendu compte que le CD, ça se vend très très mal maintenant. Tout le monde écoute la musique dans la voiture ou avec le téléphone ou autre. Et donc je me suis dit, bon, moi j'adore l'objet, le vinyle. Absolument. Et donc je pense que le marché s'est séparé en deux. Il y a des gens qui écoutent de tous les jours musique en streaming, qui d'ailleurs reportent extrêmement peu aux artistes. Et les puristes qui aiment bien le vinyle pour chaleur du son. Et surtout, quand on achète un vinyle, on a le plaisir de découvrir la pochette. La pochette, qui est magnifique. Alors, il y a aussi autre chose, c'est que tu joues de la sitar et tu as été te former... Du sitar. Du sitar, pardon. Du sitar. Tu as été en Inde pour te former. J'y vais quasiment chaque année. Pas cette année avec ce qui se passe. Mais... complètement différent donc, de ce que tu fais là. Qu'est-ce qui t'attire dans ce style de musique en fait? Il y a 13 ans maintenant, je rentrais de Toulouse. Je crois que j'avais terminé une série de 50 concerts d'affilée. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'écoutais plus de musique. Donc, rentrer chez moi, je fouille dans mes CD et, pour essayer de changer ce que j'écoutais. Et puis, je tombe sur un CD de Ravi Shankar, qui est vraiment mondialement connu comme étant un des meilleurs joueurs de sitar. Je ne sais pas comment j'ai eu ce CD. Je ne l'avais pas acheté. Donc ce CD s'est trouvé dans un carton, j'ai écouté et quelque chose s'est passé. Ça m'a fasciné et j'avais envie d'aller plus loin. Et donc ce qui fait que tu as un panel de musique comme ça un peu plus important parce que parfois c'est sitar, parfois c'est des covers et parfois c'est vraiment les compositions bien spécifiques. Moi je pense qu'on a besoin la musique c'est notre bande son en fait, de nos vies, donc on a besoin de changement. Moi, je cherche des nouveautés, je cherche l'inspiration et je ne veux pas spécialement rester dans un créneau. Et je pense que quand on écoute les albums que j'ai faits, il y a toujours un fil conducteur, c'est ma voix, c'est mes côtés un peu pop. Donc j'essaie de rester très accessible, bien que maintenant je fais des concerts purement indiens de temps en temps. Comme tu l'as eu fait à l'Olympia Arcachon. Oui, avec des enfants et tout ça, du collège et puis... écoutez, je pense qu'il y a assez de musique pour tout le monde et je pense que maintenant avec l'internet on a accès à tout très facilement. Donc il n'y a plus d'âge, il n'y a plus de génération, il n'y a plus de... on n'est plus confiné dans un style de musique et beaucoup de groupes et de compositeurs s'inspirent de beaucoup de choses plus ou moins... Et alors, c'est quoi les projets là maintenant? Là maintenant que celui-là est fini, c'est quoi les projets pour Marc? J'ai du flair incroyable de sortir un nouvel album le 1er mai pendant le Covid. Donc impossible de le mettre en rayon dans le disquaire, impossible de faire des concerts de lancement, impossible de faire une tournée. Là, le week-end dernier, je devais être dans un festival en Angleterre, tout était annulé. Donc on vend l'album exclusivement par mon site, mark-brenner.com, c'est Marc avec un K. Et donc ça part, mais voilà, on va dire que 2021, on va essayer de faire un peu plus. Mais sur le plan concert, c'était très compliqué. Oui, évidemment. On l'a vu un peu arriver pendant le confinement et pas mal de projets qui étaient reportés en 2021. Oui. Certains qui étaient simplement annulés. Donc on n'a pas énormément joué cet été. On a joué sur le ferré à côté de l'embarcadère.
Mais sinon, des trucs privés, des soirées privées qu'on a pu faire. Ouais. Et puis on vit de jour en jour, puis on avise. Bon, écoute, on va te garder encore un petit peu avec nous parce que tu vas nous interpréter un autre titre tout à l'heure. Et puis, dis donc, je me suis laissé dire que tu recommençais avec l'avion. Tu repars pas, hein, tu restes ici. Non, je reprends. Je vole. J'ai repris l'aviation il y a 2 ans. Je me suis acheté le moitié d'un petit avion avec un copain. Et puis, je fais beaucoup de baptêmes avec l'aéroclub du bassin d'Arcachon. Mais tu ne repères pas pour repartir en Angleterre, hein? Non. Bon. On a attaché une espèce de fil à mon avion. Comme ça peut faire des ronds. C'est ça, comme la laisse pour les chiens. Hop, on met un petit cran et tu restes là. Donc si tu veux venir faire un baptême avec moi, contactez le Avec grand plaisir. Très bien, merci beaucoup Marc. Merci. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Allez, on va reprendre nos invités. Pascal, à toi de nous présenter notre nouvelle et dernière invitée sur notre table. Merci Myriam et merci à Marc Brenet. On va passer d'un virtuose à l'autre puisqu'on va terminer cette émission avec quelqu'un qu'on ne peut pas ne pas rencontrer quand on vient au Cap Ferret. C'est Eric Lucine. Bonjour Eric. Bonjour Pascal, bonjour Madame la députée. Merci d'être avec nous Eric. Alors je disais, un personnage emblématique du Cap Ferret, vous êtes vraiment le symbole de la pêche et d'une pêche assez exceptionnelle. Oui. Famille de pêcheurs depuis 3 générations. Oui. Ça a commencé avec Nono. Mon grand-père. Votre grand-père. Mon père, moi. Et, voilà. Et mon fils Paul qui est en train de reprendre prendre la relève. Comme je suis à la retraite depuis 4 ans. Voilà. Alors Nono il épatait les touristes en attrapant les sols à main nue. Est-ce que vous êtes capable de le faire vous ça? Moi j'en ai beaucoup attrapé à main nue. Oui. J'étais petit dans les baïnes, dans le Seuel ou même sur la côte du Cap Ferret. Les basses mers de 11 heures, on partait avec notre bouteille d'huile pour lisser l'eau, de l'huile le sieur, de l'huile classique, et on suivait les sols à la trace, on les attrapait à la main. Et à la main. Pour ne pas les piquer à la fois, pour ne pas les abîmer, en la caressant doucement, au niveau du cou, ça fait comme un décroché, on est serré. Ça paraît simple comme ça. Vous caressez carrément les sols. Dans une baïne de 100 mètres, le record c'était 52. Oh là là! Des sols de 800 grammes. Voilà, alors vous aurez compris que Eric Lucine n'est pas un pêcheur tout à fait traditionnel, tout à fait comme les autres. Et il a notamment ce don qui est un peu héréditaire dans la famille de pouvoir... On cherche le poisson à vue. Ouais. Voilà, déterminer les bancs de poissons de très loin à vue. Est-ce que, par exemple, Paul, il a ce don aussi? Oui, c'est en train de venir. Il voit très bien le poisson. Ça fait partie de l'héritage et de l'héritage et du patrimoine familial. Moi j'arrive à avoir un bar à 200 mètres sous l'eau, ça fait comme une tache sombre, on appelle ça une négraille en plateau, ça veut dire tache noire. Là puis on arrive à distinguer si c'est du bar, du main ou du bar moucheté, suivant la saison. Ah oui. On chasse quoi. Ah non mais c'est... Alors vous dites ça c'est en train de venir pour Paul, ça veut dire que c'est à la fois un don et quelque chose qui s'apprend quand même. Ah oui, ça s'apprend. Ça se cultive en tout cas. Même moi j'en apprends tous les jours. Hein. Oui. Si on travaille dans les vagues, c'est jamais pareil. Hein. C'est faire très attention. Alors, il y a effectivement, vous l'évoquez, on a vu des reportages sur vous, des magnifiques reportages sur cette pêche en bateau, dans les brisants, dans les rouleaux, qui est assez spécifique effectivement à la famille Lucine, assez extraordinaire. Et on a sauvé beaucoup de gens de la noyade. Oui, aussi. Moi, depuis que j'ai fait la pêche, j'ai dû peut-être sauver 100 vies. Des groupes de gens qui se font embarquer dans les sorties de baïnes hors poste de surveillance. On les a ramassés, les gens, on les a remis à terre, parce qu'on a un bateau à fond plat, on rentre dans les baïnes, on les a déposés. Alors on en profite effectivement pour alerter sur les dangers des baïnes. Il y a encore eu malheureusement, pas trop, mais et on en sauve beaucoup. Il y a eu des noyades. On a sauvé des gens, c'est énorme ce qu'on a sauvé. Alors cette technique de pêche, elle est aussi très particulière à la famille. Oui. Pourquoi et comment s'est développé ça? Et pourquoi d'autres ne le font pas? Il y a très peu il y a 2 ou 3 qui ont essayé, qui se sont un peu cassés les dents dessus. Il y en a qui ont essayé. Il y en a 1 ou 2 qui le font un petit peu. Là. Il y en a sur, mais justement, pourquoi? Quelle est la technique particulière? Évidemment, vous ne l'avez pas nous l'expliquer là, non. Mais non, si. Pourquoi c'est spécifique à la famille Lucine? Parce que c'est nous qui avons inventé cette pêche, quoi. À la Seine au début, mon père. Et après, on a développé cette pêche avec les vedettes rapides pour se déplacer plus vite pour aller sur les lieux de pêche et pour pouvoir traquer le poisson assez vite parce qu'il a beaucoup de vitesse le bar là, au fond pour pouvoir le cerner assez vite. Quoi. Oui. Et alors, donc vous cernez les bancs, les bancs de bar par exemple. Et on relève le filet dessus. Voilà. Et combien vous pouvez en ramener sur une journée?
Quand on fait 300 kg, on est content. Oui. Voilà. C'est vrai que ce sont On a des... déjà fait plus, mais il y a des moments où on est rentré carreau. Oui. Ça dépend du temps. Ça arrive même à Eric Lucine de rentrer carreau. Voilà. Vous qui êtes allé depuis 3 jours à la pêche, qui n'avez rien ramené, ça vous console un peu. Il y a beaucoup la météo qui joue, quoi. Il faut des anticyclones, des vents d'est. Le vent d'est, c'est très bon. Temps orageux aussi. Des eaux claires pour pouvoir le poisson, le chercher à vue. Alors vous êtes un pêcheur exceptionnel, Eric, mais vous êtes aussi ici sur ce plateau un représentant des pêcheurs du Cap Ferret. Est-ce que c'est aujourd'hui un métier dont on arrive encore à bien vivre? Bien vivre, non, mais bon, on vit bien, quoi, quand même. On est avec la nature, on est libre quand même. Et est-ce que les jeunes, même question que pour les ostréiculteurs tout à l'heure, est-ce que les jeunes prennent le relais? Oui, oui. Est-ce qu'il y a de la relève? Il y a de la relève, oui. Il y a pas mal de jeunes qui se mettent à la pêche. Donc mon fils, Paul, qui reprend bien le flambeau là, des Lucines. Il a bien pêché au mois de juillet, août un peu moins bien parce que la météo était capricieuse, mais ça va quand même. C'est important, Sophie, de voir là aussi que dans cette activité qui est dure, très écologique, dont on ne dira jamais assez à quel point elle est pénible et dangereuse, de voir que les jeunes sont là quand même pour relever le flambeau. Ça fait plaisir, effectivement, c'est courageux. Je pense que là encore, il faut qu'on arrive à transmettre. Hein. Et cette pêche, c'est assez extraordinaire. Enfin, personnellement, je voudrais bien essayer de la faire classer au patrimoine. Je ne sais pas comment on appelle ça. Eh bien, pourquoi pas, on peut en rediscuter. En tout cas, je vais bien vous soutenir. En tout cas, avant l'émission, nous avons déjà discuté, nous avons pris rendez-vous. J'accompagnerai Eric sur son bateau pour aller vraiment me rendre compte de ce que donne cette pêche. Oui, je suis impatiente de découvrir votre plaisir. Eric disait tout à l'heure, oui, quand on revient avec 300 kilos, on est content, mais enfin, ce qui est important, surtout dans la famille Lucine, chez les Lucines, parce que c'est comme ça qu'on vous appelle ici depuis plusieurs générations, c'est que c'est toujours en faisant attention à l'environnement, à préserver, à ne pas pêcher n'importe quoi, n'importe quand. Nous, on ne pêche pas pendant le feu du poisson, on pêche qu'à la côte, et on a des filets avec des grandes mailles, tout le petit passe à travers, donc on n'a pas de rejet, on n'a pas de perte. Alors, par contre, moi là, en ce moment, c'est la bonne période des casserons et des vendangeurs. Il y en a, bien. Hein. J'en ai pêché quelques-uns. Ah là là. C'est très bon. Eh oui, c'est bon. Oignons. Eh oui. Alors, je me suis aussi laissé dire, par contre, vous étiez surfeur. Oui, ça fait 45 ans. Mais vous arrivez quand même à trouver du temps pour aller faire du surf, Eric? Je suis à la retraite maintenant. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Mais même en rentrant de la pêche ou avant de partir, on fait la session. Hein. Dans tous les cas, pourvu que ça tourne autour de la mer. J'étais à l'eau, 4h30, demain matin, à 8h, je suis dans l'eau. Dans ce 2 mètres, les vagues, c'est impeccable. C'est ce qu'on appelle un vrai amoureux de la mer, mais je suppose que surfeur, pêcheur, il y a quand même beaucoup de choses en commun. La lecture des vagues et tout, ça apprend, ça donne des notions. Au niveau des courants, oui, forcément. Les baïnes, pointons. Vous avez prévenu, Sophie, qu'elle allait avoir quand même des émotions fortes sur le bateau? Non, je serais amené quand il y aura 1 mètre, 1 mètre 20, mais il faut qu'il y ait un peu de... Oui, il faut quand même qu'il y ait un peu de vagues. Non, mais c'est super. C'est à voir. C'est à voir et c'est à faire. Et c'est surtout d'une pêche traditionnelle qu'il ne faut pas perdre. Alors, je commence tranquillement avec David Lamourou mercredi. Oui. Je suis sur son bateau au milieu du bassin, petit à petit, et ensuite je poursuis avec vous. Alors, juste pour vous parler d'une on peut féliciter effectivement Eric de cette technique de pêche. Il y en a d'autres qui posent problème sur le bassin, et entre autres la pêche à la Seine danoise. Ouais. Ce sont des pêcheurs qui ne sont pas de Gironde. Voilà. Donc on essaie effectivement de se battre ensemble et personnellement aux côtés des pêcheurs pour éviter cette pêche à l'entrée du bassin. Ouais. Alors par contre, il y a les gros pélagiques. Faites attention, Sophie, parce que si vous faites vraiment aller à la pêche à la trahine, je suis désolée, mais enfin les gens d'ici, forcément, c'est dur à faire, surtout s'il vous met dans l'eau. Je sais, je l'ai fait. Petite, je l'ai fait avec mon grand-père. Bon, on va renégocier alors. Mais c'est tellement agréable. Quand l'eau est chaude encore, c'est bien. C'est important effectivement d'avoir ici un pêcheur qui défend aussi effectivement l'environnement, qui montre qu'on peut faire de la pêche de qualité et rentable, tout en respectant les règles. Sans faire de grands miracles, mais bon, on vit bien, ça va. On parle de pêche durable, ça en est un bel exemple. Oui. Ah là, cette pêche-là, alors là, c'est... Alors Eric, aucun problème. Eric, très brièvement, parce que je l'ai dit plusieurs fois, mais c'est vrai qu'on est très en retard, mais vous avez ici une députée représentante qui légifère et qui représente aussi en tant que membre de la majorité le gouvernement. Si vous aviez un message à faire passer pour les pêcheurs aujourd'hui, c'est quoi? De beaucoup soutenir les petites pêches, des filières de petites pêches côtières, mais surtout les pêches côtières. Parce qu'il commence à y avoir des gens qui commencent à dire ils pêchent au bord de la côte, c'est dangereux. On met la vie en danger d'autrui, c'est ce qui est faux. On n'a jamais blessé personne. On a surtout beaucoup sauvé de gens.
Enfin, pour ma part, j'ai sauvé, depuis que je pêche, une centaine de personnes. Ouais. De la mort, de noyade. Ouais. Des bateaux chavirés dans les passes, et surtout des gens dans les sorties de bain. Et des surfeurs qui cassaient leur riche, qui partaient à la dérive au large et qui étaient en interdiction. Donc, prudence. Dernière question, Eric. Ce Cap Ferret que vous représentez, il a beaucoup changé depuis qu'on a à peu près le même âge, vous et moi, à peu de choses près. On l'a vu évoluer en tout cas. Certains ont la nostalgie d'une certaine époque. Est-ce que vous trouvez qu'il a trop changé ou est-ce que vous l'aimez toujours autant? Je l'aime toujours autant, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de monde. Mais enfin, on a des plages immenses. Là actuellement, on peut aller sur il y a des plages, on va surfer, il n'y a personne. Jusqu'à midi, moi je vais surfer les endroits et on est 2, 3, 4. Alors c'est sûr que sur les plages surveillées, il y a plus de monde. Oui. Il y a des attroupements, mais enfin, ça va. Donc vous l'aimez toujours? Toujours. Merci d'avoir été avec nous, Eric. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci Madame la députée. Merci de votre message, bravo pour votre engagement. Alors avant de se quitter, surtout restez avec nous, allez encore un tout petit peu. C'est vrai que cette émission elle est longue, mais c'est la dernière, on en profite. On va d'abord écouter Mark Brenner sur le dernier morceau avec Thomas Drouard, mais on a des choses encore à vous dire après, allez restez encore un petit peu avec nous. On écoute Mark Brenner, un dernier titre de son dernier album, Restless Waves. 25 minutes to catch your eye. Back again, but you'll never guess why. 25 minutes to understand before the tide goes back across the sand. I didn't come to hold you. I didn't come here to control you. I didn't come to amaze you. There was nothing I could ever do to change you.
Thomas Drouin et Marc Brenner, Restless Wave. Voilà, Marc Brenner qui nous chante les vagues qui ne se reposent jamais, après Eric Lucine qui les surfe sur sa planche ou avec son bateau. C'est ça, le bassin est à vous. On va clôturer cette émission, Myriam. C'est le moment de se quitter. Oui. Pour l'instant, mais j'espère bien qu'on va se retrouver très très prochainement. On va remercier tous ceux qui nous ont accompagnés et qui ont nourri cette émission dans tous les sens du mot d'ailleurs, puisque je pense notamment à Pascal Lucas avec ses dunes blanches, à Thierry Lafont, le patron des ostréiculteurs de la région. Merci à François Mignol, des laboratoires du Cap-Ferret, à Eric pour nous avoir fait rêver. Merci beaucoup. Eric Lucine, merci. Et puis merci à Sophie, bien sûr, Panonac, notre députée, de nous avoir éclairé sur tous ces sujets, d'avoir réagi, puis nous avoir un peu mieux fait comprendre ce que c'est que ce boulot de député sur le terrain. Encore au moins 2 ans, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Plein d'autres années encore avec vous, j'espère. Merci, j'espère aussi. Et puis Myriam, c'est le moment quand même. Oui, je pense. Il faut y aller. Ouais. Étienne, vite. Tu me suis, hein? Ah oui, il faut suivre, Étienne. Pour une fois, là. Pour une fois, ça fait 8 semaines qu'on nous demande de suivre. Ils nous ont été... Non, viens Manon, viens. Donne-moi ta caméra. Parce qu'ils ont été là, avec nous tout le temps, mais surtout cachés. Vous voyez? Oui. Et aujourd'hui, on avait envie de vous les montrer, parce qu'il n'y a pas de raison. Et le premier qu'on a envie de vous montrer, il déteste ça. C'est notre producteur vénéré et adoré. Et oui, parce que sans lui, tout ça... ça n'aurait pas pu exister. Merci beaucoup Yann. Et puis un autre indispensable, c'est le réalisateur. C'est Étienne Laguet. Voilà. Étienne. Et puis bien sûr notre petite Manon, adorable assistante. Merci, merci, merci. Alors sans oublier Myriam Karine qui n'est pas là ici mais qui nous a aidés tout l'été à trouver nos merveilleux invités. Oui. Et puis un autre qui nous a aidés aussi à trouver nos invités. Il est là-haut, il s'en rend pas compte mais il est filmé. Et c'est Hervé Larry. Merci Hervé. Voilà. On voulait vraiment vous les montrer. C'était toute l'équipe de l'émission. Je vous rends la caméra, voilà, parce que je suis pas très douée pour ça. On tenait à vous les présenter et à ne pas finir cette belle saison estivale de Vivre le bassin. Et le bassin est à vous, sans que vous connaissiez enfin leur visage. On espère vous retrouver très très vite tous les deux. Très vite, oui, parce que les idées fourmillent. Alors surtout, restez bien connectés. Vivre le bassin, plein de choses arrivent. Ah, dis donc, c'est déjà l'heure de se quitter, c'est moche. Bon. Bon anniversaire. Hein. Ah, merci. Au revoir à tous, bye bye, merci. Le bassin est à vous.